Bienvenue dans la préséance des Pipelettes du Concorde. Les Pipelettes du Concorde, c'est un groupe de jeunes cinéphiles qui réalisent des critiques de films vus en avant-première. Je suis Méline et aujourd'hui avec Maureen, Mathis, Léonard, Pablo, Shiraz. On a découvert l'affaire Abdallah de Pierre Karl, un documentaire qui retrace le destin de Georges Ibrahim Abdallah, un militant libanais incarcéré à tort pendant plus de 40 ans. Georges Ibrahim Abdallah, le plus ancien prisonnier de France pour des faits à caractère politique. Effectivement, c'est un cas unique. Un attaché militaire américain est tué à Paris. Un numéro 2 de l'ambassade d'Israël est tué à Paris. Donc il n'y a aucun chef d'inculpation sérieux contre Abdallah. Aucun des chefs d'inculpation retenus contre lui n'est sérieux. Il est en prison pour les actions de 1982, mais pas pour les attentats terroristes de 1986. Et en fait, après, on a appris que c'était plutôt des attentats qui étaient organisés par des forces pro-iraniennes. Georges Ibrahim Abdallah, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et comment ne pas se poser des questions Vous n'avez jamais douté de ce que la police disait? Mais si, bien sûr. Oula, on a écrit des bêtises quand même. En règle générale, au bout de 15 ans, on peut demander une libération conditionnelle. Il y a plusieurs demandes à niveau de libération, toutes rejetées. Toutes rejetées. Les Américains voient en Abdallah un terroriste extrêmement dangereux. Un pouvoir politique extérieur qui impose ses vues. Mais la France est un pays indépendant. Ah bah oui. Abdallah. Georges Abdallah. C'est la 13e manifestation devant sa prison. On espère que c'est la dernière. Vos premières impressions sur le film, qu'est-ce que vous ressentez en sortant de la séance, etc. Voilà, un premier tour de table tranquille. Alors, il faut savoir que pour ce qui est de la géopolitique, j'ai globalement aucune connaissance. Et donc, j'ai un peu passé le film à essayer de comprendre le contexte politique de ce qu'on était en train de voir. Et du coup, j'ai pas tant suivi le film que ça. Donc, je dirais que j'ai pas compris grand-chose et que j'ai pas tant apprécié que ça. Parce que je comprenais pas, en fait. Okay. Ce qui est dommage. Ok, donc toi, il y a eu des choses que t'as pas compris, plus sur les éléments politiques. Géopolitique, ouais, le contexte, en fait. C'est hyper compliqué, en fait, de comprendre. En plus, les dates, on faisait que de retourner en arrière, puis d'aller dans les années 2020-2025, puis retourner dans les années 1980, je sais pas combien. Donc c'est impossible à suivre. Bah, en gros, là, on finit le tour de table des premières impressions et peut-être on fera un autre truc, enfin un autre petit tour où on se réexpliquera peut-être les choses qu'on n'a pas compris. Parce que je pense que t'es pas la seule. Non, mais en vrai, moi, il y a des trucs que j'ai zappés parce qu'il y a beaucoup de choses et tout, donc on pourra en reparler. Je dirais du coup pour finir, pas par rapport au sujet du film, mais par rapport au documentaire lui-même. Moi, c'est plutôt ce que j'ai regardé. Comment toute la partie technique, le montage, comment il était fait, comment les personnes étaient interviewées, qui était interviewé aussi. Et même là, en fait, c'était assez classique. Donc, il y a pas grand-chose à dire. Le documentaire n'est pas monté d'une manière spéciale qui fait qu'on va plus s'accrocher que ça. J'aimais bien les parties, historiques, comment ça s'appelle, les archives. Les archives, ouais. Moins les parties où les personnes se faisaient interviewer, parce qu'en fait c'était hyper long. On en enchaînait 3, 4 qui parlaient, qui donnaient des dates, qui donnaient des noms, des je sais pas quoi. Et je perdais trop vite le fil du documentaire, donc bon. Ok, ça marche. Je sais pas qui va enchaîner. Oui. Vas-y. Personnellement, moi je te suis aussi sur certaines choses. Que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'éléments, beaucoup trop même, mais en fait ça nous met dans le contexte, ça nous apprend ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, le combat dont il mène depuis, là on peut dire toute sa vie. On nous montre aussi le point de vue de certaines personnes, ça nous montre aussi les gens qui approuvent ce qu'il fait et ceux qui n'approuvent pas, quel argument ils donnent sur ça, c'est quoi leur critique face à ça. Ok. Moi, j'ai vraiment kiffé le point qu'il montre vraiment comment on peut réagir face à la peur et l'urgence, même des fois même pas réfléchir et faire des décisions comme là, le mettre 40 ans en prison ou plus même, sans réel dossier à charge contre lui.
ça montre qu'on peut vraiment faire des choses comme d'ailleurs les situations de maintenant, hein, avec Trump et tout. On voit bien qu'il y a des choses comme ça où on ne réfléchit pas. Et donc ça, je trouve que le film le montre vraiment bien. Et il y a le fait aussi que chaque personne interviewée, il y a plein de bords politiques ou de journaux différents. Il y a eu Le Monde, il y avait Le Point, etc. Et donc il y avait plein de bords. Et donc ça montre vraiment aussi certains points de vue quand même différents. Et donc ça, c'était vraiment cool. Ok. Moi j'ai beaucoup aimé, notamment parce que du coup je me sens plutôt concerné par tous ces sujets-là, notamment par beaucoup le sujet politique, parce que forcément ça parle de choses en France qui sont encore réelles et actuelles, et notamment le côté libanais, parce que moi du coup j'ai quand même une famille qui vient du Liban à la base. Ah ok, donc, je savais pas. Oui, j'ai forcément eu un peu plus d'implication, et donc voir quelqu'un comme ça, un rebelle libanais qui vraiment s'affirme, c'était assez fort à voir. Et même du coup voir toute l'implication que ça a eu et pourquoi il défendait son combat. En fait, je trouve que c'est surtout ça que j'aimais bien voir, c'était vraiment le pourquoi il défendait son combat, parce que l'injustice, elle était présente, on l'a compris assez vite en soi, et après c'était surtout le fait qu'il se batte qui était, enfin, au final c'est pour ça qu'il a été jugé, je trouve. Bon, après on pourra en parler plus amplement. Moi j'ai beaucoup apprécié le film, l'histoire est hyper intéressante, je connaissais pas l'affaire et je trouve le montage génial, et je trouve justement qu'il explique hyper bien, et je me suis senti beaucoup appliqué parce que déjà politiquement quoi, forcément on est clairement sur un film de gauche, mais bon c'est pas forcément le sujet. Non, j'ai été touché, et surtout que ça reprend aussi au fait des éléments de maintenant, et au fait de commencer par Rima Hassan, qui actuellement est une grosse militante de gauche et qui est un peu la tête d'affiche de tout le militantisme. Moi j'étais en train de suivre en direct par exemple la flotte, je sais plus comment le bateau s'appelle. Avec Greta. Ouais, je suis là en direct, et c'est tout ce qui se passait, où il y avait beaucoup de militants qui s'étaient fait kidnapper illégalement là-bas, hein, d'ailleurs, parce que c'était une arrestation illégale. Le fait de rattacher ça à des éléments actuels, ça nous montre en fait qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont évolué, et que en fait, le lié à tout ce qui s'est passé avec l'affaire Abdallah montre qu'il y a toujours des gens qui continuent à se battre, et ça a été un porte-parole et un exemple en fait de générations futures. Et j'ai trouvé ça assez beau, assez bien expliqué. Il y a beaucoup d'informations, donc je pense qu'on n'a pas tous tout compris, parce que au fait c'est une affaire très complexe à la base. Je ne sais pas s'il y a tout qui doit être compris non plus, parce qu'il n'y a pas forcément de réponse à tout non plus. Mais moi j'ai vraiment apprécié, et ça apporte beaucoup de connaissances en tout cas. Enfin, je pense. Ok, ça marche. Je sais jamais si je dis moi ce que j'en pense. Bon, tu peux. Si. Allez, Maureen. Moi j'ai beaucoup aimé aussi, j'avais aucune connaissance de cette affaire, vraiment. J'ai vu que voilà, donc, quand on a sorti le film, qu'on l'a programmé et tout, et je me suis dit je vais rien regarder, je vais me laisser porter, et justement avoir un peu cette idée sur l'affaire à travers le film et pas à travers ce que je vais en lire, etc. Mais ça me donne envie d'aller explorer, de voir d'autres choses sur le sujet. Moi je trouve que c'est ce que je disais à Louis tout à l'heure, c'est que moi j'aime vraiment beaucoup la rigueur avec laquelle le documentaire est fait, c'est-à-dire qu'il y a un parti pris politique, puisqu'on voit qu'il y a d'ailleurs il choisit de commencer par ça, on voit que Pierre Karl il connaît Abdallah, peut-être intimement, etc. Enfin, on s'en doute un peu, parce que il y a un lien, quoi. On sent qu'ils ont échangé avant qu'ils viennent le filmer, etc. Et on sent que Pierre Karl, il a envie de le filmer et de lui rendre hommage aussi pour ce qu'il est, parce que faut quand même se dire que c'est quelqu'un qui est resté 40 ans en prison, et moi je défie toute personne de rester 40 ans en prison et de rester sain d'esprit. Je pense que c'est quelque chose de compliqué. Et la rigueur dans le sens où c'est un film partisan pour la cause d'Abdallah, mais c'est quand même un film qui est abouti, qui parfois peut perdre. Je suis d'accord avec ça, dans le sens où il y a beaucoup d'informations. Tu sens qu'il a 1h45 pour faire une affaire qui va de 80 jusqu'à 2025, et qu'il faut y aller. Mais n'empêche qu'on a vu défiler à l'image peut-être entre 30, à mon avis, ou entre 20 et 30 personnes qui étaient plus ou moins concernées par l'affaire. Donc ça veut dire que lui, derrière, c'est un gros travail d'investigation.
Et en fait, moi, ça m'a fait penser beaucoup, dans la rigueur, à un travail de journaliste, en fait, d'investigation tel qu'on pourrait l'imaginer. Et en ce sens-là, je trouve que le film, il démonte à la fois le journalisme un peu facile, qui s'affranchit un peu de ses sources. Tu vois, enfin, on sent bien qu'il y a une critique, ça charge contre un certain type de journalisme, et que le film, c'est un hommage à ce que c'est réellement le journalisme, c'est-à-dire investiguer, croiser les sources, aller chercher les sources, les informateurs, replonger dans les archives, faire vraiment tout un travail de fond. Et du coup, ça me fait un peu penser au film que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Personne n'y comprend rien, sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi, qui est sorti là cette année, et qui est un film d'un des journalistes d'investigation de Mediapart, et qui a vraiment fait un travail où, vraiment à l'écran, c'est noir sur blanc, c'est-à-dire apparaît, là ils mettent carrément la page de Wikileaks, vous les pouvez croire, on sent que c'est un film qui a conscience que l'information, c'est tout le cœur de l'affaire. C'est tout le cœur de l'affaire Abdallah, et que c'est une quête de vérité, en fait, ce film. Et je trouve que c'est assez noble de faire ça maintenant. Donc j'ai apprécié, et moi je me suis vraiment plongée dedans. C'est-à-dire, j'ai compris au début que j'allais en chier. Je me suis dit, oh là là, putain, les noms, tous les acronymes et tout. Je me suis dit, oh là 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 là, ça va être très dur. Moi, heureusement, parce que hier on a fait une présentation, on a discuté beaucoup de l'Irak hier. Et du coup, on avait un peu, je trouve, finalement, des petites clés en ayant vu quelque chose sur l'Irak. Mais je trouve qu'une fois que t'es dedans, et ben, t'es sur les rails, et après, t'y vas, quoi. Genre, c'est vraiment, t'es absorbé dedans, t'as envie de savoir comment ça va se finir pour lui, t'as envie d'aller au bout du truc. Et moi, il y a des fois, j'étais vénère aussi de certains gens qui étaient filmés, ça m'a saoulé. Enfin, bref. Donc, non, je suis contente de l'avoir vu, en fait, je crois. Mais d'ailleurs, vu que la première scène du film, c'est lui dans sa cellule, moi, je pensais que c'était la fin, enfin, je veux dire que c'était aujourd'hui, et que du coup, il était toujours incarcéré. Mais on est d'accord que du coup il a été libéré. Ouais, oui, c'est ce qu'on voit à la fin. Exactement. Okay. Parce que du coup ça m'a perdu pendant tout le film. Et je me demandais, est-ce que aujourd'hui il est encore incarcéré, ou est-ce que... Bah là il est libéré. Oui, c'est ça. En fait, dans la temporalité, si je dis pas de conneries, il avait, tu sais, à la fin, un moment, t'as son avocat qui sort d'une audience et qui explique que ils ont rejeté la demande, mais que par contre il y aura un réexamen mi-juin. Et du coup, son dossier a été réexaminé à la mi-juin, et il est sorti le 25 juillet. Au bout de, je crois que c'était peut-être une de ses 10e demandes de libération. Ouais. 40 ans, 9 mois. C'était 40 ans et 9 mois d'incarcération. Ouais, je crois que c'est ça. Il n'y a pas un truc où à chaque fois que tu refaisais une demande, c'était 3 ans de plus. C'est ça, 3 ans. Ouais, c'est ça, mais je comprends pas ça. Bah, ça, c'est le délai. C'est la justice française. Ah oui, 3 ans. Ah, je croyais 3 ans de prison ajoutés pour le mec. Ah non. Voilà, c'est pour ça que j'ai rien compris. Si j'interprète tout mal. Ça fait mal. Ouais. Bah, à la base, il est condamné à la perpétuité. Mais c'est pour ça qu'ils disaient la pire peine que puisse donner. Mais du coup, c'était pas 40 ans. Il a passé 40 ans, mais il a passé 40 ans. Mais... En fait, tu mettais ça 10 ans avant, il avait sûrement la peine de mort. En fait. Parce qu'il a été incarcéré à quel age? Oh, ça c'est une bonne question. Vu qu'il est sorti, il a 78 ans là. Ouais, il a été incarcéré, c'est 40 ans, je crois. Un truc 40 comme ans. ça. Okay. 40 ans. S'il a 78 ans là, il devait avoir 38. 38 ans. 38 ans. Je pense. C'est horrible. T'imagines, c'est le moment de ta vie où... 37 ans peut-être, mais... Le chiffre exact, je sais pas. Mais... 37 et 38 en tout cas. Ouais, ça va être ça, ouais. Bah, en gros, il a passé la moitié de sa vie en prison, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu disais sur qui peut passer autant de temps en prison, isolé de toute civilisation, hein, finalement. Tu vois des gens, mais c'est des interactions assez... Dans le milieu carcéral, ouais, c'est quand même spécial. Ouais, et il avait l'air, oui, très, très sain d'esprit, comme tu l'as dit, et il n'avait pas l'air d'avoir perdu la tête ou quoi que ce soit. Ou alors d'avoir eu un sentiment d'avoir envie de représailles, tu vois, parce qu'à un moment, quand il y a des gens qui t'ont enfermé pendant 40 ans, t'as un peu envie de te venger, je suppose. Et non, lui, il avait l'air en paix avec lui-même, en paix avec les autres. En plus, à la fin, on voit bien qu'il a toujours gardé l'espoir. Comme quoi, il allait sortir, il était sûr de lui. Bah, surtout, moi, ce que j'ai vu, c'est le fait que non seulement ça a dû être très difficile, mais il n'a pas abandonné son combat de dire j'affirme le fait que je suis un militant politique et que du coup, ces attentats. Ouais. La décoration de sa cellule. Ouais, elle est magnifique sa cellule.
Ouais. Et d'ailleurs, c'était pas l'une des raisons pour lesquelles il voulait pas le faire sortir, l'une des excuses c'est qu'il donnait la en mode principale raison. il a toujours ses convictions, donc on peut pas le laisser sortir. Parce que comme l'avait dit le juge, du coup, au moment où il a été jugé pour sa peine à perpétuité, il avait dit en soi, tu peux avoir une peine bien atténuée si tu t'avoues que c'était pas toi, il y avait aucune preuve que c'était toi et que toi tu fais pas ce genre de choses. Et lui, il a dit oui, mais si pour moi mon dossier il est vide, mais s'il faut que je sois puni, autant que mon dossier soit plein. Parce que montrer que je suis un militant jusqu'au bout. Oui, il est fidèle à ses convictions. Quoi. Ouais, pour lui, c'était un acte de foi d'avoir pris pour les autres. Il y a un moment où il aurait pu sortir s'il indemnisait les victimes des attentats. Américaines, du coup. Ouais, il avait pas l'air de vouloir... Américaine et israélienne. En fait, il a refusé, donc il est pas sorti à ce moment-là. Ouais, donc il y a vraiment... il préfère être martyr plutôt que... C'est exactement ce qu'il dit. Ouais. Il parle des martyrs, il dit que justement c'est les martyrs qui restent c'est les rebelles, ils sont forts grâce à leurs martyrs. Il est quand même animé par un sentiment d'espoir et cette flamme d'espoir, jamais il la quitte. Et à la fin, quand il est libéré, du coup, on voit qu'il a absolument pas perdu son côté rébellion, quoi. Bah non, ça l'a poussé dedans. Ouais. Oui, il avait l'air même encore plus... Puis même dans sa cellule, il se tient toujours au courant des choses. C'est-à-dire que je pense que même il a pu, comme ça, prendre plus le temps de travailler ses sujets et tout ça. Et du coup, sur les trucs du contexte géopolitique que tu n'avais pas trop compris, qu'est-ce qu'il y a peut-être qu'il y a des trucs qui sont pas très clairs pour vous, j'en sais rien. Alors, j'avoue, parce que peut-être que les gens qui nous écoutent ont vu le film et se disent... Donc peut-être qu'on peut répondre à certaines questions. Enfin, je sais pas si toi, tu as des trucs que t'as pas... C'est assez global, c'est la temporalité déjà que j'ai du mal à comprendre. Quand est-ce qu'il s'est passé ci, ça, les relations avec les gens, qui est pour qui. C'est vraiment le contexte global, quoi. J'arrive pas à faire des liens entre les... En fait, ça, c'est un peu la première partie qu'il explique un peu plus. Et tu sens que... Moi, je trouve que tu sens quand même qu'il essaye d'expliquer de où on part. Parce que lui, il est libanais. Et qu'en fait, nous, de notre point de vue français, on va dire, on a du mal à capter que c'est un militant palestinien parce que c'est pas tout à fait la même... c'est pas du tout la même zone territoriale et tout. Mais c'est pas loin. Mais si tu veux, ça concerne pas directement son pays. Ça le concerne à partir du moment où les Palestiniens s'en vont de Palestine parce qu'ils n'ont pas le choix et qui se retrouvent au Liban et qu'Israël décide d'attaquer le Liban au titre des militants qui se trouvent sur le territoire libanais. Hezbollah, ouais. Voilà. Et les Libanais ont un peu aussi se sont engagés pour le combat de la Palestine parce que c'est quelque chose qui les a... parce qu'ils allaient se faire... De toute façon, ils étaient sur c'était la cible d'après. Hein, oui, clairement. Ouais. C'est toujours... Oui, c'est toujours le cas. Ils sont malheureusement toujours dans la... Mais ils sont toujours bombardés. Ouais, et là, du coup, l'excuse de l'Israël, c'est parce qu'il y a le Hezbollah. Et c'est pour ça qu'ils les attaquent. Mais du coup, c'est quand même un gros sujet assez compliqué. J'avoue que c'est compliqué. Je pourrais pas non plus... Puis en fait, on en parlait tout à l'heure avec Louis aussi. C'est que Louis me disait, et je dis, mais tu sais, en vrai... personne peut se dire vraiment spécialiste, hormis c'est ton métier, du conflit israélo-palestinien, tu vois. Il y a tellement de choses en fonction des époques, des périodes, etc., et que ça complique beaucoup les choses. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est encore une preuve, je trouve, aujourd'hui, ce film-là, c'est que pour moi, ce conflit, il cristallise énormément de choses. D'un conflit qui part d'un territoire spécifique, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est un conflit mondial aujourd'hui. En fait, c'est un conflit qui intéresse tout le monde et qui, en plus de ça, fait que les gens s'engagent dans le combat politique vis-à-vis de ce conflit-là. Ouais, c'est un peu... tu l'as dit, c'est ce qui intéresse tout le monde, c'est une question d'intérêt, en fait. Au-delà de... Est-ce qu'on est d'accord avec cette personne-là ou non, c'est qu'est-ce qui est dans l'intérêt du pays. Et à un moment, il y a le discours de... La meuf, là, des États-Unis. Clinton. Ouais. Et elle dit on est en débat avec la France et tout. C'est le ministre de Clinton. Ouais, c'est la première ministre. C'est la secrétaire d'État. La secrétaire d'État de Hillary Clinton. Ok, c'est ça. Ouais. Et elle dit un truc oui, on est en débat avec la France et tout. Pour l'instant, ils pensent le relâcher, mais nous, on veut pas. Alors que, si le mec est en France, qu'est-ce que les États-Unis ont à voir avec ça?
En fait, du coup, les États-Unis ont une grosse histoire avec l'Israël et notamment ils aident énormément. Enfin, ils sont vraiment beaucoup du côté israélien. Oui, ça oui. Donc contre. Surtout actuellement. Georges. Et puis c'est surtout que. Notamment le bordel aussi qu'ils ont foutu en Iran, qui impacte directement. Ouais, clairement. Parce qu'ils ont politiquement, ils ont des gros intérêts à faire ce qu'ils font avec l'Iran. Bon, après là, je pourrais pas trop développer là-dessus, mais. Sur les ressources, là, tu veux dire beaucoup les ressources. Aujourd'hui et avant encore. Ouais. Le avant, pourquoi ils y étaient, pourquoi ils ont quitté et tout ça. Après, c'était des changements politiques. Et c'est ça qu'on peut voir aussi, c'est que la politique américaine influencie l'Iran. Et ce sujet-là intéresse tout le monde. Et puis c'est aussi que moi, je pense que les Américains, ils flippent de fou. Parce qu'en fait... si tu regardes à peu près tous les conflits qui se passent dans le monde, il y a un moment où ils mettent leur grain de sel, tu vois. Il y a toujours un moment où ils se ramènent et où ils font quelque chose, tu vois. Là, tout à l'heure, on parlait par exemple de la France, qui pour le coup a donné des armes à l'Irak au moment de la guerre Iran-Irak. La guerre, elle s'est déroulée au début fin des années 70 jusqu'à fin des années 80. C'est une guerre qui a duré 10 ans. Et en fait, la France a aidé l'Irak à combattre l'Iran en donnant des armes. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des énormes ressources. Les pays qui ont des énormes ressources, ils ont, et qui en plus ont une politique militaire qui est, on va dire, j'allais dire volontariste, mais je ne pensais pas le terme, mais offensive, quoi. Les États-Unis, quand il y a un conflit, ils y vont, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'ils ont des intérêts qui sont économiques, des ressources, et qu'eux aussi, ils ont un pouvoir. Et que ça reste la première puissance mondiale, et qu'ils veulent avoir un impact traditionnellement dans leur histoire, ils veulent avoir un impact sur l'ensemble des pays du monde. Ils ont des intérêts au Moyen-Orient, parce que le Moyen-Orient, c'est aussi des pays qui sont plein de ressources. Et ils ont aussi des intérêts qui, à mon sens, sont idéologiques. C'est-à-dire que ils veulent imposer au monde leur vision du monde, comme à peu près tous les pays qui ont du pouvoir. De publicité, en fait. C'est du pouvoir. C'est-à-dire un impact culturel. Culturellement, ils essayent d'être mondiaux. Et puis, c'est quand même passé un truc un peu en 2001 pour eux, qui est quand même le résultat de tout ça. Enfin, je veux dire... on ne peut absolument pas excuser cet acte, etc. Mais cet acte, il vient au bout d'un chaînon d'actes et de liens entre les États-Unis et certaines zones du monde. Et qu'en fait, depuis 2001, ils sont contre le fric sur les possibilités d'attentats, et qu'ils se disent aussi que politiquement, si tu remets dans la nature un mec comme Abdallah, ça envoie un message que eux ils considèrent comme étant un terroriste. Vous pouvez refaire des actes comme ça. Ça envoie un message de la fermeté américaine, c'est fini. Maintenant, on peut lâcher. Ouais, ok. Tu vois, c'est un truc de. Je sais pas si c'est. C'est un mélange entre du très national, et en même temps, comme c'est des gens qui dirigent ça à la fin, ça peut devenir très personnel presque. Et c'est pour ça que ça rend le tout extrêmement flou et compliqué, et en plus il y aura toujours une information qui a été cachée. C'est le problème avec la politique en général, c'est que pour t'en sortir vraiment, pour voir clair, c'est presque impossible. Ouais. Et puis après, c'est censé représenter une pensée collective, mais c'est pas toujours le cas. C'est censé à la base, mais c'est pas toujours le cas. Là, quand on parle de la politique d'aujourd'hui, t'as peut-être la moitié des Américains qui sont contre ce que fait Trump. C'est assez dur en fait de dire que c'est les Américains qui font ça, c'est pas vraiment la réalité. Ils font passer ça pour des démocraties. Mais même la Russie, parce que là, bien sûr, même la Russie et tout ça, ils n'ont jamais été pour tout ça. Je pense qu'aucun Russe qui s'y voyait, qui avait les informations qu'on avait aujourd'hui, ne serait pour ça. Ouais. Et même en Israël. En Russie, c'est encore un peu différent. Il y a beaucoup de propagande au fait sur les victoires de la Russie. Il y avait les informations. Aux États-Unis aussi. C'est pas le même type de propagande, mais... différent. Même type, tu vas dans le métro et tout, t'as des 80 de victoire en Russie. Même, je sais plus dans quel pays où il y a des affiches contre l'Ukraine et tout ça. C'est des trucs assez... C'est implanté dans la vie de tous les jours, en fait. Donc, c'est très différent. Après, ce que je trouve aussi important de dire, c'est que sur le conflit israélo-palestinien, t'as l'impression qu'en fait, maintenant, ça a pris tellement d'ampleur politique
ça cristallise tellement tout. C'est une fracture qui est de plein d'ordres, culturel, économique, de plein de choses. Et du coup, c'est pas juste Israël-Palestine ou Israël-Palestine-Liban, etc. C'est vraiment encore plus grand, quoi. C'est jusqu'aux États-Unis. Enfin, donc voilà. Il y a une vraie séparation entre le Moyen-Orient et les pays orientaux. Enfin, chez nous et les États-Unis, en Europe, États-Unis, il y a une vraie volonté de justement les contrôler, enfin une volonté colonialiste qu'on a eue et qui est toujours bien trop présente dedans. Et justement, comme c'est des pays qui essayent de s'émanciper et qui ont une histoire en vérité. Alors, l'histoire en tant que telle, elle est très ancienne culturellement, mais en soi, c'est des pays très jeunes pour la plupart. Et le territoire en lui-même, à la base, il était sous ce qu'on appelle mandat britannique. Ça veut dire, c'est un peu comme si tu mettais un arbitre sur un terrain. C'est pas d'ailleurs les Britanniques qui ont séparé les terres en deux et qui ont donné une partie. Si. C'est le bloc occidental, parce que c'est pas que les Britanniques, c'est les gagnants de la Seconde Guerre qui ont dit bon maintenant vous aurez cette terre pour vous parce que vous avez quand même beaucoup souffert et que du coup il vous faut une terre, sauf que sur cette terre il y avait déjà des gens donc ça crée des trucs, quoi. Ils jouent au Monopoly. C'est un peu ça. En vrai, c'est un peu ça. Toi, t'es sur le plateau, tu peux rien faire. Ou Monopoly, Peut-être question, parce que moi j'étais pas du tout au courant de ça. Est-ce que vous aviez entendu parler de ces vagues d'attentats dans les années 80 à Paris? Pas du tout. En France? Non. Très légèrement, j'ai entendu parler en histoire, mais très vaguement. Alors là, moi, pas du tout. Moi, ça m'a choqué parce que je pensais être assez au courant de ça. C'est fou de se rendre compte, en fait, on n'est même pas au courant de ce qui se passe dans notre propre pays, quoi. Et je trouve ça dommage, quoi, parce que ça, c'est comme quand il est passé en France et qu'on nous informe pas de ça. Même l'histoire, enfin le documentaire en général. Moi personnellement, je savais même pas que ce documentaire-là existait et que Georges Ibrahim Abdallah, je savais même pas qu'il existait aussi. Je trouve ça dommage parce que même dans le documentaire, il y avait comme des gens importants. Hassan, Macron, Hollande. Voilà, quoi. Moi non plus, j'étais pas au courant de l'histoire du tout. Du tout. Et je trouve que c'est presque scandaleux. C'est politiquement tellement important en réalité, et même au niveau des valeurs. Bref, ça t'apprend tellement de choses sur plus ce ça qui se passe concerne actuellement. plein de pays, quoi. Carrément, Puis je trouve que c'est, en plus de ça, j'ai l'impression que nous, on a quand même vécu des attentats il y a 10 ans, là, en 2000. Non, plus que 10 ans. 2015, il y a Charlie Hebdo, il y a... Il n'y avait pas 2013, Charlie Hebdo et 2015? Non, je crois que c'est deux dans la même année, 2015, Charlie Hebdo en janvier, et je crois qu'il y a les 13 novembre 2015 avec les attentats du Bataclan. Oui, voilà. Je crois que c'est les mêmes années. Si je me trompe pas, je peux peut-être dire une bêtise. Et le 14 juillet, Annie, c'était quand? Quelle année? Ça, c'est un peu plus tard, je crois. Je crois que c'était 2016 ou 2017. Mais tu vois, je trouve qu'en fait, forcément, nous, on l'a vécu de notre vivant. Moi, j'ai souvenir de tout ça. Et en fait, je trouve qu'on a l'impression que c'était la première fois que ça arrivait, que genre c'était fou qu'il y ait ça, qu'il se passe ça, alors qu'en réalité, il y avait déjà des choses comme ça qui se passaient dans les années 80 jusqu'à... Enfin, c'est ce que montre le film. Enfin, tu vois la carte de Paris, tu vois plein de trucs, c'est pas des petites choses, c'est quand même des attentats à la bombe et tout. Et je trouve ça fou que même en 2015, on n'ait pas parlé un peu de ça aussi, en se disant... en fait, les gars, peut-être qu'il y a quelque chose à changer. Si on se tape des attentats depuis 50 ans, c'est peut-être qu'il y a un truc qui va pas. Tu vois, je trouve ça fou comment on n'arrive pas à tirer des leçons de l'histoire. Et je trouve que du coup, ça montre aussi la puissance de la presse. C'est-à-dire que eux, quand ils en ont parlé, c'était parce que c'était l'affaire chaude du moment, ils pouvaient pas l'esquiver. Mais là, du coup, on entend les politiques qui disaient que c'était encore une histoire qui était en cours et tout ça, parce que quand on voyait, quand on parlait justement du fait que ça revienne sur la table, qu'il puisse être libéré dans les dernières années, nous, on n'en a pas du tout entendu parler parce que la presse, visiblement, ils n'ont pas dû beaucoup en parler ou en tout cas le mettre en avant, alors qu'à l'époque, c'était l'affaire chaude du moment, donc ils en parlaient. Et parce que s'ils l'invisibilisent aussi, ils peuvent la contrôler. Oui, aussi. Et ça se ressent. C'est ce que disait Huxley dans son œuvre Brave New World. Vas-y, développe. Non, vous voyez, c'est Orwell et Huxley qui étaient d'accord sur leur vision du futur. Et ils disaient qu'on allait être contrôlé de toute manière. Et pour Orwell, on serait contrôlé par la peur.
donc comme on le voit dans 1984. J'ai l'impression de dériver complètement du sujet. Mais, non, en vrai, c'est pas. Et Huxley, dans son œuvre, c'est quoi la traduction française Brave New World. C'est dans le meilleur des mondes. Oui, c'est ça, dans le meilleur des mondes. Et il disait qu'on serait contrôlé par le plaisir, le divertissement, et qu'on serait, que l'information, la vraie, celle qui est importante, serait noyée dans un océan d'informations pas pertinentes, et du coup qu'on passerait à côté de ce qui est important, et que ce serait un moyen de nous contrôler justement. Et c'est ça en fait ce qui se passe avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les médias qui disent, qui racontent des trucs, on s'en fout. Le fameux pathos. C'est-à-dire le côté personnel. Moi, c'est ce que j'avais beaucoup vu du coup dans le film quand il y a l'avocat qui voulait justement défendre, qui ne défendait pas du coup Georges Abdallah, et qui du coup disait oui, mais il y a quand même des victimes dans tout ça. Regardez, il y a un père qui n'a pas pu revoir ses enfants et tout ça, des enfants tristes, une mère seule et tout ça. Et c'est ce qu'il défendait en première ligne du coup dès qu'il est arrivé à la télé. Et c'est ce que font encore aujourd'hui, du coup, notamment la ligne d'extrême droite, en disant oui, mais regardez ces gens-là, ce qu'ils ressentent eux pour justifier leur racisme, leur xénophobie. C'est dingue, puisque au passage, en attendant, ils pensent pas du tout aux gens qui subissent eux-mêmes cette guerre. Réellement. Et qui vivent beaucoup plus d'erreurs. Ils montrent même les images sur le film. Ils sont attaqués par surprise dans leur sommeil. Même l'endroit où c'est réfugié. Et donc tout le monde pense à 2-3 personnes fusillées dans la rue, laissant des enfants, mais là c'est toute une génération complète qui est détruite. Alors je trouve ça impressionnant qu'on mette ça de côté en fait. C'est vraiment les médias peuvent choisir en fait l'information qu'ils mettent en avant et complètement cacher ce qui est pourtant aussi important et ce qui est plus humain aussi peut-être. Clairement. Parce qu'il y a quand même des vies à un moment oui, c'est clair. Détruites. C'est clair. Ça a commencé par celle du personnage principal de notre documentaire d'ailleurs. Sa vie, elle a été. On a dit qu'il avait été incarcéré à 38 ans. Enfin bref, au moment de ta vie où, tu dois t'amuser, tu dois profiter de la vie, tu sais, t'as tout à construire encore. Et non, toi, on te brise tous tes rêves et on te met. Puis il avait l'air super engagé. Il aurait pu être, je pense, quelqu'un d'assez grand dans ce milieu-là. Et là, ils lui ont tout brisé et tout bloqué. Et maintenant, il est assez âgé, donc. Et donc, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est assez fou, du coup, de voir ce qu'il a réussi à devenir, même en étant emprisonné. Il est resté cet homme, moi je dirais humble. Franchement, il était humble. Est-ce qu'au final, Pierre Carl n'est pas la personne qui connaît le mieux l'affaire Abdallah? C'est un peu la question pour les Parce que je suppose qu'il a dû couper plein de trucs, quoi. Et ça se sent, en vrai, ça va vite. C'est pour un docu. La forme est très classique, mais ça va à une vitesse. Il y a tellement d'infos. Et en même temps, ça s'est bien souligné quand même les moments importants. Je trouve qu'il y a quand même des petits points de... Je trouve justement que ça ralentit au moment où c'est important. Ouais, justement, il y a des petits points de suspension à des moments, etc. Tu vois vachement, par exemple, l'indignation des avocats sur certaines décisions ou quoi que ce soit. Des choses qui, en soi, ne sont plus là pour montrer une information, mais montrer l'impact émotionnel aussi que les gens ont face à cette affaire. Et personnellement, je trouve ça hyper intelligent parce que c'est ce qui fait raccrocher au documentaire et de sentir l'indignation humaine, etc. Et c'est... Je suis complètement d'accord avec toi. J'aime bien la partie où il filmait justement l'avocat, avec plus de mouvement du coup, parce que pendant quasiment tout le documentaire, on voyait des personnes interviewées qui étaient assises sur leur canapé, sur leur siège et tout, et qui parlaient de façon très formelle et avec l'avocat. Et là, on était vraiment, proche de lui, au sens où on avait vraiment l'impression d'être à côté de lui et qu'il nous parlait. Vous voyez le moment où il dit... je l'ai vu il y a pas longtemps et tout, il avait vraiment l'air d'avoir vieilli et tout, mais je veux dire pas seulement physiquement. Et moi j'ai une question pour vous, parce que je me suis dit pendant le film, je ne saurais pas y répondre. Super. En fait, selon vous, c'est quoi le sujet du film, dans le sens où, qu'est-ce qu'il cherche à montrer dans ce film-là? Parce que je trouve ça part dans plein d'endroits, il y a plusieurs regards sur différentes choses. Et sur différents trucs que sont les médias. Est-ce que c'est un film judiciaire? Est-ce que c'est un film sur les médias? Est-ce que c'est un film... c'est quoi le sujet pour vous? Qu'est-ce que vous avez... Je pense qu'en fait, il veut mélanger tous les sujets un peu et montrer vraiment la période du moment. Donc les médias, la guerre, l'histoire aussi donc, de Abdallah, etc. Je pense qu'il veut tout montrer en même temps dans le truc. En mélangeant d'ailleurs, quand on voit les interviews, il interviewe pas que des journalistes d'ailleurs, donc je pense qu'il mélange un peu. Mais je pense qu'à la base son sujet c'était Georges du coup,
et que en fait, comme tu dis, tous les autres sujets se sont automatiquement mixés les uns avec les autres de par cette affaire de base, vous voyez. C'est l'affaire qui a fait se mélanger le médiatique, le politique, la guerre, tout est lié en fait à cette affaire. Je suis assez d'accord avec ça, sauf que je ressortirais quand même 2 gros sujets, qui est du coup le côté journalistique, comment quand l'affaire est sortie et sur les années où l'affaire était en cours, comment les journaux ont traité ça et ont peut-être joué dans tout ça, sur comment ça a été reçu, et après aussi comment du coup la France a reçu une personne qui était engagée politiquement, mais pas du tout sur ce que la France pouvait défendre ou défend, et comment eux l'ont traité, notamment grâce à leur pouvoir judiciaire qui du coup est ce qui lui a fait du mal, et c'est la façon dont ils ont utilisé pour lui faire du mal. Je pense que c'était quand même 2 gros sujets qu'on voyait beaucoup dans le film, mais après je suis assez d'accord sur le fait qu'il y ait beaucoup de sujets d'abordés et d'abordables par ce film. Moi, je pense que toute l'affaire Abdallah, c'est un peu un prétexte pour des messages politiques et surtout pour parler du conflit israélo-palestinien. Et que Georges Abdallah, c'était un peu, c'est l'image d'une époque et de tout ce qui se passe. On voit très bien les manifestants qui sont devant la prison constamment, en fait, toujours avec alors c'est quoi le parti où il y a tout le temps leur banderole, c'est le NPA. Le nouveau parti anti-capitaliste, que c'est un peu une image du militantisme, au fait qu'elles continueront à perdurer et qu'il faut que ça continue à perdurer au fait pour essayer de faire changer les choses, et qu'au fait c'est quand on continue de se battre qu'il y aura des choses. Et sortir ce film à ce moment-là de l'histoire, sachant que Israël et Palestine, on est maintenant sur un sujet qui est mondialement connu et que tout le monde essaie de s'approprier. Ça m'étonnerait que ce film aurait été décidé de sortir il y a 10 ans, en tout cas. C'est possible, je ne dis pas ça, mais je pense que c'est pas pour rien non plus. Bien évidemment que ça parle de l'affaire de Georges Abdallah et que c'est le sujet principal du film, mais la date de sortie et le message qui est derrière, je pense qu'il dépasse le film, je pense. Alors, c'est drôle parce que moi j'ai lu le dossier de presse, et Abdallah il l'a rencontré en fait un peu par hasard, et il était venu faire une visite en prison, pas Abdallah mais le réalisateur Pierre Karl était venu faire une visite à quelqu'un en prison, et c'est là qu'il a rencontré en fait Abdallah. Okay. Et donc petit à petit il a commencé à parler, puis vu qu'il est à fond politique, très engagé, il a vite accroché, mais il a quand même rencontré un peu par hasard dans le milieu de l'action. Donc, après, il avait l'air de connaître l'affaire quand même, je pense. Oui, je sais pas tout renseigné en 2025. Oui. Okay. Mais c'est pour ça, c'est un demi-hasard. Je pense qu'il était au courant qu'il était là, mais... Oui, c'est vrai. Ouais, il a vu l'opportunité, oui, notamment d'en faire du coup une figure de son film. Parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment ça avant tout, c'est que là, il avait une figure presque idéale pour ce qu'il voulait dire. Carrément. Pour ce qu'il voulait montrer, surtout. Parce qu'il... Carrément, et le fait de commencer le film avec Rima Hassan et de finir par Rima Hassan, c'est pas pour rien, et ils ont l'air d'être assez amis avec Abdallah. C'est très beau à voir, d'ailleurs, ce début de film. Et c'est particulièrement, en fait, avec Rima Hassan, c'est peut-être un petit peu abusé ce que je veux dire, mais il y a une sorte de passation d'images entre les générations, en fait. Par exemple, vous faites des messages à vouloir faire porter... un petit peu comme on parlait de passation de pouvoir ou quoi que ce soit, en fait, je le vois un peu comme ça, et je pense que Pierre Karl, c'est pas par hasard pour le coup qu'il filme Rima Hassan et Abdallah dans sa cellule, quoi. Bah oui, surtout que là, on est quand même, en plus de ça, alors moi j'ai pas tout suivi, mais vis-à-vis de l'affaire du mec de Lyon, là... qui est décédé, là, Quentin Derancle. Et moi, j'y ai pensé beaucoup pendant le film, en me disant, en fait, je trouve ça fou, en regardant ce film, de me dire que je ne connais pas Georges Ibrahim Abdallah initialement, mais que par contre, Quentin Derancle, il meurt, et genre, je sais tout, tu vois. Et genre, je n'entends parler de ça que pendant des semaines et des semaines. Et ça a été énormément dénoncé, le fait que même très proche, il y a eu énormément de tueries qui était très similaire à ce qu'a pu
coup à ce qu'il y a pu avoir avec Quentin Desranques, mais du côté plus raciste ou islamophobe, et que personne n'en a parlé. Bah ouais. Moi, je trouve ça assez... Je pense que c'est aussi un des sujets du film, à mon avis, en sous-texte, tu vois. De se dire, la justice, elle est peut-être pas la même pour tout le monde, en fait. Ah bah, clairement. Et puis, surtout, justice sociale avec la presse, qui, elle, du coup, traite vraiment pas les sujets de la même manière. Le principal coupable de l'invisibilité de cette affaire, c'est surtout la presse, quoi. Vas-y, je pense qu'au fond... au bout d'un moment, la presse s'est peut-être rendu compte qu'ils avaient un petit chemin de tort sur l'affaire, de mettre autant de trucs sur même toute sa famille entière. D'ailleurs, en vrai, il ne parle pas que de Georges, il parle de toute sa famille. Je pense qu'ils se sont peut-être rendus compte au bout d'un moment qu'ils avaient peut-être tort sur une bonne partie du truc. Et ils se sont dit qu'il valait mieux peut-être, je pense, le mettre de côté pour eux, en fait. Je pense qu'il... À un moment, il parle pas d'une guérilla familiale en mode que ce qu'il a. Enfin, oui. Je sais plus que les attentats, c'était en fait une vengeance de sa famille pour récupérer leur frère ou un truc comme ça. Alors qu'après, du coup, quand t'interviews sa famille, ils sont là en mode nous on n'était pas au courant jusqu'à ce qu'ils viennent nous voir. Ah, ça c'était lunaire. Bizarrement, ça, du coup, ils l'ont pas dit. Alors que tu vois l'interview où ils disent regardez, là, enfin, on voit l'interview de quand ils les ont interviewés et ils les mettent quand même à charge. Alors que visiblement, ils étaient quand même plus ou moins au courant que eux, ils n'étaient pas au courant avant. C'est fou cette posture en vrai d'interviewer des gens en mode ok, nous on pense que vous avez fait ça, et en face ils sont là, mais attends, oui, tout ça, enfin, pourquoi on est là même? C'est fou en vrai, c'est. Tu veux dire à la conférence de presse là? Non, quand ils sont chez eux, dans le village. Ah oui, village natal, il y a, je sais plus, son père et sa mère ou sa sœur, je sais pas, et un frère. Et ils sont interviewés et... Enfin, en fait, j'ai pas compris le but de cette scène. Mais en fait, apparemment, c'est parce qu'ils les accusaient un peu. Enfin, ils pensaient que c'était eux les coupables. Alors que eux, ils étaient là en mode... Et c'était du coup le parallèle avec une interview qu'il y avait eu avant. La même interview, mais du coup, qui a été passée sur les journaux et tout ça. C'est qu'en fait, à un moment, ses frères se sont dit nous, faut qu'on dise notre vérité. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les journaux. En fait, ils parlaient du clan Abdallah, qui serait un clan terroriste, donc avec les frères, avec toute la famille et machin, qui serait engagé dans l'espèce de faction libanaise. Et qu'en fait, les frères se sont dit nous, faut qu'on disent quelque chose, parce qu'en plus ils étaient recherchés sur le sol français, donc s'ils mettaient les pieds sur le sol français, ils étaient arrêtés parce qu'il y avait des chefs d'accusation contre eux. Donc ils décident de faire une conférence de presse où ils invitent les journalistes qui veulent venir au Liban pour dire leur propre vérité et leur propre version des faits, quoi. C'était une conférence de presse? Eux, ils ont appelé ça comme ça. Oui, en gros, ils étaient sur leur canapé chez eux. Parce que... C'était quand même une conférence de presse. Ils t'appellent ça comme ça à partir du moment où tu n'invites plus de 2 journalistes chez toi, quoi. Ouais, ok. Parce que c'est eux qui ont invité les journalistes. J'avais pas compris ça. C'est à leur... si, pour moi, c'est à leur initiative. C'est fort possible. Non, eux, ils avaient l'intention vraiment d'effacer leur chambre, mais ça n'a pas marché. On peut voir que à la fin de l'interview et 2 jours après, les journalistes ont déjà sauté dessus en disant que c'était un plan pour essayer d'enlever leur image et de faire diversion. Je sais pas quoi. Mais c'est scandaleux d'ailleurs, le mec de la télé là, il a Brusini, je sais plus. Ah oui. Celui qui était aux 20h et qui dit bon, ils ont fait une conférence de presse, mais bon, les autorités ils disent quand même que ça peut quand même être des terroristes. Hein. C'est genre vraiment, il n'y a aucun... C'est la police qui l'a dit. Même aucun respect pour la présomption d'innocence, en fait. Enfin, genre, c'est des notions, techniquement... Oui, alors qu'à côté, t'as des députés ou des trucs comme ça qui disent oui, mais moi j'ai pas le droit de parler parce que justement... Elle était lunaire, cette scène. Ouais, je sais pas, là, j'avoue que légalement je pourrais rien en dire parce que je sais pas ce que ça... Et justement, ça c'est une question que si dans le docu, finalement, en fait, c'est presque le chemin inverse. C'est un chemin de réparation. C'est-à-dire, moi je le vois aussi un peu comme ça, le fait d'aller interroger des gens qui ont été impliqués de près ou de loin dans le fait que Abdallah soit resté 40 ans en prison et qui reconnaît ses fautes et qui ne les reconnaît pas, selon vous. C'est le journal... Le Figaro, qui reconnaît ses fautes. Enfin, la dame, elle a bien dit que... Oui. Elle a quand même abusé. Libération, quelque chose. Libération. Libération. Ouais, parce que du coup, pour le coup, alors je sais plus si c'était vraiment le Figaro, mais il y en a un, il disait alors oui, j'ai fait ça, mais bon, on était tous un peu à faire ça. C'était les codes de l'époque. Ouais, voilà, c'est bon, c'est pas...
y a vraiment ce côté-là en mode c'est la faute humaine ou je sais plus exactement. C'est la faute de l'époque. Ça sera à revoir, mais ouais, c'est ça, c'est les Ouais, fameuses excuses. C'est la journaliste de Figaro qui est ça, je crois. Ouais. Et qui reconnaît pas du coup ses fautes. Déjà, je pense qu'ils reconnaissent pas, mais c'est qu'ils disent oui, c'est peut-être que j'ai fait ça, mais regardez les autres, ils ont fait pareil. Ouais, ils essayent de c'est en mode c'est un contexte général, donc c'est pas que ma faute, donc c'est pas ma faute. Tu as une autre réponse? Non, je sais pas, je vais poser la question. Bah déjà, il y a le mec dont tu parlais là qui dit oui, bah moi je peux pas vous répondre, c'est pas que je dis ça, mais juste là, légalement, j'ai pas le droit de vous répondre et tout pour éviter la question. Ça, c'est le gouvernement Macron. Ah, c'était. Et moi, je trouve ça juste en fait. Mais il est encore actuellement, lui. Ah ouais Dupond-Moretti. Non. C'est Eric Dupond-Moretti. C'était le garde des Sceaux, ouais. Ouais, le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti. J'ai peur de dire une bêtise. Qui est un avocat à la base. Pour le coup, c'est le gouvernement Macron, c'est principalement des avocats et des banquiers. Ouais, et François Hollande aussi. Oui. Mais moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de moment où tu sens, hormis, j'ai noté Georges Mazurier qui écrit un bouquin, qui est le premier avocat du procès des années 80, qui en fait était un agent des services secrets français, qui était posté là pour que, visiblement, le verdict tombe dans le bon sens, quoi, enfin, pour essayer d'agir dans leur sens. Et en fait, je trouve que lui, c'est le seul qui exprime un regret moral, c'est-à-dire qui se dit, bah moi j'ai ça à porter sur ma conscience. Parce que je trouve qu'aucun des gens qui m'y a interviewé ne dit vraiment que ne porte la faute en fait de cette injustice. C'est énorme. Et je trouve ça indécent au possible. En fait, j'ai l'impression que les gens, c'est un peu en mode, oui, bon, on a un peu déconné, quoi. Tu vois ? Alors qu'en fait, c'est grave, parce qu'au final, tu te dis, bah, t'as une vie qui est sacrifiée, t'as 40 ans de vie à laquelle t'as participé à faire qu'elle puisse pas être vécue en dehors des barreaux d'une prison, tu vois. Et je trouve que c'est assez dur à... Enfin, quand tu finis le film, je trouve que c'est assez dur de... Je sais pas. Et puis, qui sait que, vu la position déjà qu'il avait politiquement dans le pays, qui sait que s'il avait laissé, en fait, en liberté, il aurait peut-être adouci le conflit ou même autre chose, en fait. Puisque... Oui, il aurait pu... Et ça, oui, non. Et nie tous le fait que c'était vraiment grave, le fait d'enfermer quelqu'un pendant 40 ans, en fait, sans vrai chef d'accusation. Et en même temps, c'est les mêmes personnes qui disent que la France, c'est le pays des droits de l'homme, quoi. Ouais, c'est un peu... Oui, mais pas tous les hommes. Oui, c'est vraiment ça. Mais justement, ça, c'est intéressant. Est-ce que ça vous a fait réfléchir sur certains sujets, notamment la question de la justice ? Genre, quand on finit le film, on se dit... Enfin, qu'est-ce qu'on peut se dire un peu sur ce que le film propose de voir de la justice, quoi ? Bah ouais. Vaste sujet, mais... Bah que malgré on a certaines règles, certaines choses, certaines devises, bah il y en a qui les respectent pas trop, quoi. Il y a toujours un fossé entre... respecté, quand même. Ouais, vraiment. C'est vrai que t'as raison de parler des devises parce qu'on les voit en gros plan à un moment. À la Constitution... C'est bien insisté sur le début. Première devise. Bah, puis en fait, tu vois le truc liberté-égalité, puis en fait, tu vois que c'est l'écusson qui est sur la préfecture de police, qui est le premier endroit où il a été pour essayer d'être protégé, puis en fait, il en a jamais. À la fin, il se fait enfermer pendant 40 ans. C'est horrible. Et du coup, vous avez commencé à en parler. Pourquoi est-ce que... Enfin, c'est quoi ces stratégies ? Parce que j'ai pas toutes les réponses, je suis pas sûre d'avoir tout bien compris. Mais les mécaniques de défense de Abdallah dans ce qu'on lui reproche, en fait, moi, j'ai le sentiment qu'il y a un monde où il aurait pu se défendre plus. Ouais. Non, je me rends... Je pense qu'il a pas voulu se défendre. Ouais, c'était vraiment... il a laissé tout à l'avocat. Il a voulu être un martyr. Mais je crois que... En fait... Pardon, vas-y. Il a dit un discours politique, en fait, au tribunal. Et après, il a laissé, en fait, l'avocat. Donc, il a décidé, je pense, en fait, de montrer, de répéter, en fait, de pourquoi il était là et que... Il en était fier, quoi. Enfin, fier, c'est un grand mot, mais voilà. Et donc, après, le choix, il le laissait à l'avocat, quoi. Mais que lui, il préférait parler de la situation et de remettre... Ouais, c'est ça. C'était comme si lui, il veut nous dire, moi, j'ai fait ce que j'ai à faire. Maintenant, c'est vous. Vous voulez l'interpréter comme vous voulez. Mais moi, j'ai fait...
mon boulot, mon travail. Oui, il a jamais menti sur qui il était et s'il était là, pourquoi. Enfin, s'il était là, c'est parce que lui, il pensait que c'était la bonne chose à faire et qu'il cacherait pas. Et puis se défendre, ça revenait à trahir ses convictions de toute manière. C'est ça. Ouais. Genre avouer, non, rien avouer du coup. Mais plutôt dire plier, se conformer et dire oui, mais en fait moi j'ai pas ces convictions là, je suis plus, je suis moins dans la rébellion et tout. Alors qu'en fait non, il a toujours eu les mêmes convictions et donc il voulait rester fidèle à lui-même quoi. Et c'est première parole qui dit qu'on est libéré, que les martyrs sont, c'est les martyrs qui dirigent la rébellion et que c'est pas les. Alors il dit pas les corrompus, mais. Si, il dit corrompus un moment. C'est corrompus qu'il dit. Il y a un moment. Martyrs et un autre mot. Ouais, les autres sont les corrompus, mais je sais plus exactement dans quel sens il dit. Mais et ouais, c'est vraiment placé en martyr et je pense que. En fait, en ne se défendant pas, il crée une injustice au fait sur ce qui se passe au niveau de la décision prise par la justice française. Qui en devient une affaire internationale et que ça met un joli coup de bordel dans tout ça quoi. Et que c'est presque, je pense que c'est très volontaire même de sa place en fait, de se placer en tant que martyr. Je pense que bien évidemment ça a été des temps difficiles. 40 ans de prison, c'est inimaginable. Je pense qu'il a voulu sortir dès la première année directement, c'est sûr 100%, mais par contre c'est en tout cas tout à son respect de rester 40 ans avec ces convictions-là et de ne pas faiblir moralement. Même de les renforcer presque. C'est vraiment exceptionnel. Au début, il a un discours sur l'espoir ou sur l'âme. À un moment, il parle de l'âme. Ah ouais. Il explique comment il a réussi à tenir et justement, il parlait de... Bon, après, il parlait du vivant et de son rapport au vivant, de quelque chose qui est vivant, même si... Voilà, j'avoue qu'il faudrait revoir les textes. Je pense qu'il faudrait le revoir plusieurs fois. Bah, le truc, c'est qu'il a quand même beaucoup de paroles très intéressantes qui parlent d'un discours qui mériterait un film et beaucoup plus à son sujet. C'est les discours révolutionnaires qui sont terriblement intéressants. C'est intéressant parce que le titre du film, c'est L'affaire Abdallah. Donc, c'est pas un film exactement sur lui, c'est un film sur l'affaire qui a été portée sur lui. Et je trouve que c'est un angle, au moins c'est honnête de l'assumer. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, il sera toujours associé à l'affaire. Sa vie, elle est connectée forcément à ces décisions de justice. Et ces combats, en fait, c'est devenu son combat que de... En fait, il a créé un... Comment dire, c'est devenu un symbole politique, cet homme, quoi. Il a passé plus de temps en prison qu'en dehors. Bah ouais. S'il a 78 ans, s'il a été enfermé à 38 ans, on lui a passé 40 ans de prison, donc en fait, il a passé plus de temps de prison que la moitié de sa vie, en fait. C'est horrible. C'est horrible. Sachant qu'il a 80 ans. La moitié de sa vie à 80 ans, c'est quand même quelqu'un qui fait 20 ans de prison qui a 40 ans. Ok, mais... c'est vraiment énorme. La stat est terrifiante. Ouais, la stat est terrifiante. Hein. Donc, là, il a... Non, je sais vraiment pas à quel âge il est sorti, 78 ans, je crois qu'ils ont dit. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. 70. Donc, j'ai pas envie de me tromper, mais c'est terrifiant. Ouais. Et est-ce que, du coup, vous pourriez dire que vous avez appris des choses en regardant ce film ? Grave. Trop. Ouais. Trop de choses. Dites-moi. Ça a remis en perspective aussi beaucoup de choses. Parce qu'en soi, il y avait... de mon côté, il y a quand même beaucoup d'informations qui étaient dans l'idée, qui étaient dans ma tête. Mais après, ça remet une couche sur... Ça remet en perspective, ça remet des choses sur ce que tu connaissais. C'est intéressant. Ouais. Aussi, ça nous remet en question sur le parti dans lequel on pouvait choisir ou bien penser sur certains sujets. Moi, j'ai peut-être aussi été surprise de voir qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui le soutenaient. Il y avait cette association qui est venue, je crois, elle a dit 13 fois, manifester devant la prison. Je pense que c'est l'AFPS. C'est Association France-Palestine Solidarité. Ils viennent souvent ici. J'ai entendu parler. Ils font une semaine du film palestinien ici au cinéma. Ah, tu penses que c'était eux dans le documentaire aussi, du coup, les manifs et tout qui sont en face. Ouais, aussi, ouais. Ouais, il y avait plusieurs trucs. Ok. Oui, parce qu'à un moment, il y avait un stand où ils vendaient du thé, je crois. Oui, c'est vrai. Ils disaient, c'était pour récolter de l'argent. Et le mec, il a dit un truc intéressant, le mec qui vendait le thé.
il disait oui, c'est pour pas que Abdallah s'ennuie dans sa cellule, parce que du coup le pauvre, parce qu'il n'y a rien à faire dans une prison, à la base. Lui, je pense qu'il a survécu grâce au livre, en vrai, beaucoup. Je sais pas à quel point il était relié à l'information, s'il avait le droit d'avoir une télé ou des journaux. Je pense que si, il avait l'air. Ouais. Bah oui, je pense aussi, mais c'est grâce à tout ça en fait qu'il a survécu. Et aux gens qui venaient le voir. Mais s'il n'avait pas eu tous ces gens qui le soutenaient, il n'aurait sûrement pas fini, ou tenu aussi longtemps en tout cas. C'est clair. Ouais. Et dans les trucs que tu as appris, du coup, peut-être ça, du coup, ce que tu disais sur l'engagement, quoi. Déjà, l'affaire. Ouais. J'ai découvert l'affaire. Et oui, qu'il pouvait y avoir des gens, beaucoup de personnes qui se réunissent pour soutenir une affaire très précise comme ça. Parce que c'est pas une lutte globale. On manifeste pas pour le racisme, l'antiracisme ou pour les LGBT, etc. C'est vraiment une affaire précise, vous voyez. Et ça, c'est moins courant. Et après, tout ce qui était dates, les attentats à Paris, ce genre de choses. Même si ça reste très beaucoup d'informations. Ouais. C'est clair. On te demande de te replonger dans un truc de l'époque, c'est un peu... ça peut être très dense. Puis là, c'est pas n'importe quoi. Puis de l'histoire sur 40 ans, qui est ça. lui-même avec un conflit encore plus vieux. En fait, c'est ce qu'on se disait sur la question de la droitisation, c'est que le monde est de plus en plus... polarisé et que en fait tout ce qui était de l'ordre de l'acquis, du fondamental est remis en question. Est remis en question exactement et du coup on a l'impression que c'est moi je le vis comme un truc de recul. C'est clair. Et ça fait flipper, tu vois. Et en même temps, t'as l'impression on part de tellement loin, t'as l'impression que du coup en un sens on avance, tu vois. Il y a quand même du progrès sur certains sujets. Mais en même temps, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, celui qui n'apprend pas l'histoire est condamné à la répéter, quoi. Et c'est toujours la même chose qui se repasse. En fait, quand tu vois un programme d'histoire géo, mais c'est toujours la même chose. Tu changes le nom des personnes, le nom des pays à la limite, mais c'est toujours la même chose qui se reproduit encore et encore. Et je comprends pas comment les gens n'apprennent pas du passé. C'est sûr. Parce que c'est très humain tout ça, c'est très sociologique finalement. Ouais, mais... Puis parce que du coup, le monde, il appartient à ceux qui gagnent aussi. Oui, et que du coup, ceux qui gagnent, c'est ceux qui souvent font un peu le mal. Pas toujours, mais... L'histoire appartient aux chasseurs. N'est-ce pas ? Ouais. C'est exactement ça, donc forcément. Et peut-être une autre question aussi, même si vous avez commencé à en parler, mais vous diriez quel intérêt de sortir ce film maintenant, dans notre époque ? Ouais, pour moi, c'est de ramener un peu le sujet au goût du jour, même s'il est parlé comme jamais, le conflit israélo-palestinien. Moi, j'aurais une question, on va dériver un petit peu, mais j'ai beaucoup parlé de Rima Hassan parce que moi, je me retrouvais indigné face à ce qui se passait, au fait, avec la flotte et et le kidnapping. Je passais une nuit blanche sur mon téléphone et je voyais les stories de tous ces militantistes qui se faisaient supprimer par le gouvernement. C'était terrifiant. Et en fait, je ne suis pas au courant de l'affaire de Quentin. Donc, j'aimerais bien qu'on m'informe sur ce qui se passe parce que je n'ai pas tout. Il y a eu une rixe entre du coup la jeune garde, peut-être que tu as entendu parler, qui du coup s'est créée parce que à Lyon, il y avait beaucoup de, notamment pas avec LFI, il y avait beaucoup de militants qui se faisaient agresser par des militants d'extrême droite. Oui. Et là, du coup, il y a eu une rixe entre des militants d'extrême droite et des militants d'extrême gauche. Bon, après, il y a beaucoup de choses à dire sur la manière dont ça a été fait, tout ça. Mais le contexte, c'est qu'à la base, c'est un meeting de Rima Hassan. Oui. Et à la base, il y a un meeting de Rima Hassan, et du coup, suite à cette rixe entre les deux parties, il y a du coup le militant Quentin Durand qui s'est fait tabasser. Ça, c'est une réalité. Il était d'extrême droite. Ouais. Et du coup, il s'est fait tabasser donc avec des images qui existent. Et après, du coup, suite à ces coups-là, il est mort. Et du coup, il y a eu toute une histoire en mode regardez, il s'est fait tuer, ce qui est très grave, mais à cause de les filles qui sont violents et tout ça, alors que c'était quand même beaucoup plus compliqué que ça. Ouais, vas-y, si tu veux. Ce que je trouve impressionnant sur cette affaire, c'est que alors j'ai plus les sources, donc je vais pas dire des chiffres précis, puisque voilà, mais j'avais vu une source qui disait que donc il y a eu après 3 morts environ de la cause de l'extrême droite sur ce genre de manif ou de confrontation
confrontation. Et on était plus dans la vingtaine du niveau causé par l'extrême droite. 90% des violences pour raisons politiques sont d'extrême droite. C'est ça. Ouais. Et là, c'est sur ce genre de confrontation depuis 90, je crois, j'avais vu un truc comme ça. Et donc, il y avait quand même un chiffre extrêmement différent. Ouais. Alors que là, tu pouvais voir tous les médias comme CNews qui disaient, regardez, c'est des criminels. Ouais, vraiment ça. Alors que, certes, il faut quand même pas dénier le fait que... Puis cacher le fait aussi que ce soit un néo-nazi, quoi. Oui, il y a un média, je crois que c'était Quotidien, qui a mis en avant les posts Twitter. Sur Twitter, Il y avait des trucs horribles. Ah, mais c'est vraiment, tu le voyais dans des parties où ils faisaient des saluts nazis. Après, il faut quand même pas dénier le fait qu'il a été tué. Donc voilà, ça reste inhumain, mais méritait pas, c'est sûr. Ça a été fait beaucoup de fois du côté aussi d'extrême droite, et ça, on n'en a pas parlé. Voilà. Qui existe clairement. Il y a des tas de reportages très très intéressants là-dessus. Je sais pas comment j'ai raté cette histoire, mais c'est ok. Du coup, il y a eu des manifs de fachos qui ont été soutenus, évidemment, par la police. Et il y a eu 1 minute de silence à l'Assemblée. Oui. Qui a été faite. Pour un faf. Oui, ouais. C'est vrai. Ah, tu l'avais pas vu passer. Ah non, par contre, alors qu'on était au courant quand même du fait qu'il ait fait des tweets racistes et antisémites. Alors à ce moment-là, je crois que c'était pas... Alors c'était quand même assez connu. Hein. On a très vite été au courant qu'il était facho. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont quitté la salle ou pas? Alors il y en a, je crois, mais il y en a pas beaucoup. Enfin, je sais plus exactement. Après, tout le monde est d'accord pour dire que quelqu'un de mort, peu importe ses convictions, c'est horrible. Oui, mais que par contre, t'as envie de dire, dans ce cas-là, faites une minute de silence à. Mais surtout, mettez tous les morts au même niveau. Tous les gens qui essayent qui meurent là, dans la rue. Et qui étaient récents. Des gens qui essayent d'arriver en France et qui meurent dans le fond des océans parce qu'ils n'arrivent pas à traverser. Enfin, dans ce cas-là, faites des minutes de silence. Des gens qui meurent pour leurs convictions politiques ou à cause de convictions politiques d'autres qui étaient jusqu'ici des affaires très récentes jusqu'en 2025, alors que du coup c'était en début d'année 2026, des gens qui se faisaient tuer par racisme, justement par des militants d'extrême droite qui venaient directement se faire assassiner chez eux, etc. Et qui étaient encore des histoires très récentes où on n'en a pas entendu parler. Exactement. Ça, c'est la puissance des médias. Ouais, c'est un peu noyé. Par exemple, Abdallah serait mort en prison. Il y a des grandes chances qu'on n'aurait pas fait de minute de silence à l'Assemblée nationale, alors qu'on le fait pour des néo-nazis carrément de 20 ans. Est-ce que même on en aurait parlé dans les journaux, dans les médias en vrai? Je pense quand même un peu, mais pas assez. Je suis pas sûr je pense pas qu'ils auraient remonté l'affaire. Ils auraient peut-être dans un journal. Ouais, c'est ça. Hein. Je sais même pas si ça aurait été si médiatisé que ça. Hein. Certains médias en auraient parlé, je pense. Oui, c'est ça. Ça serait pas généralisé. C'est vraiment ce truc de tu choisis l'information que tu as envie de montrer et tu caches bien tout le reste. Après, c'est le but de la presse. Hein. Non, c'est pas le but de la presse. C'est ce que la presse est devenue, mais c'est pas du tout le but de base. Après, le but de base, c'est d'informer. Hein. Non, oui, mais c'est leur devoir quand même de mettre en avant certaines infos. Oui. Mettre en avant certaines infos plutôt que d'autres. La presse privée, oui, c'est le but de la presse privée parce qu'eux, ils veulent de l'info chaude. Oui, c'est ça que je veux dire, mais leur but, c'est de choisir quand même quelle info ils devraient montrer. Mais le truc, c'est qu'on a une presse. Même s'ils font pas toujours le bon choix. Par exemple, là, rien montrer là-dessus, c'est quand même horrible, mais c'est quand même un peu leur rôle à eux quand même. Il y aura eu des médias qui auraient informé comme de la mort d'Abdallah ou quoi que ce soit. Oui, il y aura eu certains. Ouais, mais même regarde sa libération. Moi, je savais pas comment allait se terminer le film. Parce qu'en fait, j'ai pas entendu parler de sa libération. Il n'y a personne qui en a vraiment parlé. Alors que c'était l'année dernière, en juillet. On est tous en vacances, certes, mais voilà. Enfin, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, du coup, c'est un combat qu'on essaie de mener par rapport à la presse, de faire remonter quelques informations qui sont importantes, comme l'affaire de Georges Ibrahim Abdallah. Et voilà quoi. Comme aussi il y a certains événements qui sont faits pour empêcher certaines personnes de parler de certaines affaires aussi. Ouais. Si vous voyez, comme par exemple, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais j'ai vu que il y a le Met Gala qui a été, enfin, j'ai vraiment pas envie de dire des bêtises. Mais vas-y, j'ai eu le Met Gala qui genre il y avait plein de médias qui parlaient de ça pour cacher un peu l'affaire israélo-palestinienne, excusez-moi. Je pense pas que ça soit intentionnel. J'ai vu des vidéos comme ça aussi. Je pense pas que ça soit intentionnel, mais c'est plutôt ce truc où on se concentre sur des choses, je dirais, plus futiles. Non pas que c'est pas important le Met Gala, moi ça me divertit beaucoup. C'est comme ce que tu nous as dit tout à l'heure avec le film.
Bah oui, c'est ça, avec Brave New World. Mais en gros, oui, le Met Gala, il n'y a pas de vie en jeu, il n'y a pas de... Et en fait, c'est ce truc de montrer tout ce qui est, entre guillemets, plus superficiel. C'est détourner l'attention. Mais c'est ça, ce qui est humain, enfin je veux dire, on montre pas là où il y a des vies en jeu. Mais c'est là où je trouve ça intéressant, c'est que finalement, en regardant ce film-là, on en arrive à parler de ça, parce que c'est un des gros sujets, les médias. Et du coup, question pour vous, est-ce que vous vous informez et par quel regard vous portez sur les médias? Comment est-ce que vous choisissez vos sources d'information et tout ça? Est-ce que vous... Pour moi, ça a toujours été important de s'informer sur l'actualité parce que, comme là, personne nous a informés de cette affaire-là et que je trouve que c'est important de notre plein gré de partir, de s'informer sur plein d'événements qui se passent. Et du coup, tu as des médias spécifiques que tu suis ou pas forcément? Oui, à l'école, on dit plein de médias. Là, j'ai plus en tête. Mais sinon, oui, il y a aussi du coup les réseaux sociaux comme Bouscapé, Campini, Victor. Comment il s'appelle? Clément Viktorovich. Non, oui. je décrypte aussi. Il y en a beaucoup. Bref, un truc pour les jeunes, quoi. Mais attends, à l'école, ils vous conseillent des médias? Oui. C'est les profs après. Pourquoi pas? C'est vrai. C'est vrai, et en même temps, ça peut être dangereux. Oui. Mais après, comme tout, j'ai envie de vous dire. C'est d'avoir un professeur. Les profs, en fait, aussi, l'avis des profs. Parce qu'il y a certains médias qui... Voilà. Oui, c'est ça. Qui dire aux élèves d'aller s'informer sur TPNP, par exemple. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça un peu... Enfin, c'est pas problématique. Ça peut être très bien. C'est important de partager ses sources d'informations, mais... Je pense qu'il devrait au moins juste dire d'aller s'informer sans donner d'exemple de médias. Ouais. Puisque... Parce qu'il y en a qui, par exemple, qui ne s'y connaissent pas du tout. Ah oui, non, mais du coup, de s'informer sur la qualité des médias, qui transforment vraiment les infos et du coup... Ouais, c'est l'influence du professorat. L'avantage, c'est comme tu as beaucoup de profs, c'est pas non plus déconnant. Après, donner des infos, par exemple, comme Le Monde, qui est très diversifié sur son type d'infos, ça peut être intéressant. Mais après, pour d'autres médias plus confidentiels, plus regroupés... C'est vrai que Le Monde, c'est censé être neutre. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant parce que là, en ce moment, on se dit... il se raconte n'importe quoi, le fameux fake news de Trump et de compagnie qui est repris pour décrire juste une information qui n'est visiblement pas sourcée, pas vérifiée. En fait, dans ce film, on se rend compte que déjà dans les années 80, les médias, ils faisaient déjà pas leur boulot, ou en fait, ils le faisaient mal. Alors qu'on a l'impression que c'est qu'aujourd'hui, avec la multitude des images et des machins et des trucs, et qu'on crée du contenu putaclic, pour être vulgaire, et que voilà, alors qu'en fait, déjà, dans les années 80, il y avait déjà des problématiques liées à le code déontologique des médias qui est de surtout, moi, ce que je voudrais mettre en avant, c'est que du coup, beaucoup dans les médias traditionnels, en fait, on nous montre du coup beaucoup la parole des politiques et tout ça, et souvent on va pas la remettre en question par rapport à ce qui est la réalité. Par exemple, sur une ligne de vote, on va encore prendre l'exemple de la droite parce que c'est simple. Mais du coup, ils vont nous dire oui, voilà, nous on a une ligne économique qui est celle-ci. Et derrière, on va pas nous dire oui, mais cette ligne économique-là, vous l'avez jamais suivie, vous avez voté à l'inverse de ce que vous êtes en train de dire. Et souvent, ça a du mal à être mis en cause par les médias traditionnels. C'est pour ça que j'aime beaucoup les médias indépendants, même si forcément, du coup, il y a des biais, évidemment, politiques qui sont assez prouvés. Mais même dans les médias... Le truc, c'est que même dans le média public, qui normalement est censé être assez... neutre, ouais, ou alors, genre quand même assez vérifié, il y a quand même beaucoup de choses assez dangereuses, voire problématiques. Mais du coup, est-ce que vous pensez, vous, que... Parce que je trouve que là, l'exemple, il est assez intéressant. Déjà, est-ce que vous pensez que ce film que vous avez eu ce matin, il est engagé? Et est-ce que vous pensez que les médias, ils peuvent être neutres? Non. Impossible. Personne n'est neutre. À partir du moment où c'est géré par des êtres humains, c'est impossible d'être complètement partiel. De toute façon, chaque information, de la manière où elle est dite, si tu regardes le bien... Le choix du sujet, déjà. Tu trouveras bien. Si tu demandes à un média qui est plus qualifié de gauche et un média plus qualifié de droite une question, tu pourras avoir une réponse qui pourrait être même des fois la même, mais une manière de la formuler différente. Donc en fait, je pense qu'être neutre sur des médias, on peut être un maximum, mais on peut pas l'être vraiment complètement.
Mais du coup, je trouve ça terrible de prétendre de l'être. Ouais, ça, c'est... En fait, je trouve que c'est ça le problème, moi, personnellement. Mais je sais pas si vous pensez la même chose, mais je trouve que c'est le problème, c'est de dire qu'on peut être neutre alors qu'en fait, c'est impossible. Et il vaut mieux assumer, moi, les trucs sur lesquels je m'informe, presque. Ok, peut-être ça va dans mon sens, etc. Mais parce que j'espère avoir un esprit critique et un esprit qui m'est propre et une pensée qui m'est propre, et j'évacue pas l'idée que ma pensée puisse évoluer, etc. Mais je préfère avoir des médias qui assument leur position de politique. Moi, en gros, je regarde pas mal, c'est Blast, que vous connaissez. C'est un média indépendant qui est sur YouTube et tout, et ils ont plein de sujets. Tout n'est pas bien, je trouve, mais je trouve que dans beaucoup de cas, ils posent des questions et ils vont faire un travail de fond sur les sujets et tout. Est-ce que c'est actu ? Je sais pas trop. Ça dépend, il y en a des très actuels quand tu regardes. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, je trouve que c'est clairement de gauche et il s'est limite un peu satirique dans le ton sur comment est-ce qu'il parle des gens de droite et tout. Et ben moi, je trouve ça plus intéressant que Le Monde. On posera la question sur le site droite ou gauche là. Le Monde, c'est un journal typique qui se veut neutre. Moi, je trouve que c'est au milieu. C'est assez gauche. Enfin, de base, c'est un journal qui est beaucoup abonné par la gauche, quoi, mais parce que en même temps, c'est très compliqué d'avoir des médias qui sont uniquement de gauche. En général, on voit qu'en fait, ils sont plus au centre. Comme France Télé, par exemple, si on veut regarder une chaîne d'information, celle qui va être le plus à gauche, ça va être France Télévisions, et en général, dans les organismes qui classifient les partis, les médias, en fait, ça va être la chose qui est le plus au centre. La plus informative. Ou par exemple, BFM, on peut dire qu'ils prennent pas trop parti ou quoi que ce soit. En fait, ils sont bien à droite, ou ces choses comme ça. Donc, CNews, il n'y a même pas de débat. À gauche, bien sûr. Je tiens à revenir sur, par exemple, les médias comme Le Monde, ou France TV, c'est autre chose, mais Le Monde, où je pense pas qu'ils sont, comme on dit, neutres, ils veulent vraiment un maximum neutre, mais on peut pas les mettre dans une case, vraiment, puisque c'est tellement gros en fait que c'est juste énormément diversifié. Donc je pense que chaque article aura vraiment une orientation assez différente. Après, du coup, je pense que Le Monde n'est pas neutre, mais plutôt très diversifié. C'est celui qui se veut plus neutre. Il se veut neutre. Tu vois, sa ligne éditoriale, contrairement à un média comme Valeurs Actuelles, tu vois, qui est vraiment à l'extrême droite, eux, clairement, t'as pas de diversité de posture. Le Monde, ils se disent, on essaye de pas trop afficher de couleur politique pour plaire au plus grand nombre. Et en fait, des fois, tu te dis, est-ce que réellement, ils mettent sur... est-ce qu'ils arrivent à créer du débat dans l'espace public ? Parce qu'en fait, on parlait du fait que politiquement, tout se polarise et qu'en gros, il n'y a plus de points de rencontre, il n'y a plus d'endroits où on arrive à essayer de discuter ensemble, même si j'ai pas du tout envie de discuter avec les gens de CNews, se pose la question de tu fais quoi que fait-on des fachos ? Non, oui, il faut pas discriminer les paroles des autres. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que on n'arrive plus à... Il n'y a plus d'espace de communication, entre guillemets. Ça se polarise sans qu'on arrive à se rencontrer et à se parler. Et à peut-être, moi je le pense au fond, faire entendre raison les gens qui font de la merde et qui pensent de la merde, même si c'est... Voilà. Mais c'est vrai, il n'y a plus de débat. Et puis il y a aussi un risque de... Vous voyez, le biais de confirmation, on va vers ce en quoi on croit déjà. C'est un vrai risque pour la... Enfin, du coup, les gens ne vont plus chercher à penser différemment que leurs convictions déjà à la base. Et on sait d'ailleurs que la plupart des individus ont les mêmes convictions politiques que leurs parents, donc leurs grands-parents, etc. Et donc, déjà, à la base, on n'est pas très libre de nos convictions politiques. Vous avez compris. Mais si en plus les gens vont directement vers des médias qui ont déjà les mêmes convictions politiques qu'eux, ça veut dire qu'ils remettront jamais rien en question. Et donc on va avoir une polarisation, comme tu dis, où les gens de gauche rencontreront jamais les gens de droite. C'est déjà le cas. C'est ça. Et du coup, il n'y a aucun débat et c'est juste la guerre entre les deux et on fera avancer aucune situation. Enfin, je veux dire, si les gens ne peuvent plus discuter entre eux et ne peuvent plus... essayer de penser ou de voir comment pensent les gens de l'autre côté, c'est juste non, vous avez tort, on a raison, mais de l'autre côté ils vont dire la même chose. Et c'est comme ça qu'on perd l'intérêt démocratique. C'est ça. C'est Le vraiment but d'une démocratie,
principe, c'est le débat, c'est tout le monde peut donner ses idées. Après, il y a aussi le fait de justement laisser les gens mettre leurs idées, qui est aussi très compliqué en ce moment, mais c'est aussi un truc là de pouvoir défendre et de pouvoir parler de tous ces sujets-là qui est très très peu mis en avant. Je veux dire, on est très peu éduqué politiquement, majoritairement à l'école. Et puis je trouve que c'est difficile parce que plus ça se polarise, plus ça s'éloigne dans les différentes polarités. Et que, je trouve qu'il y a un... Par exemple, moi, j'ai eu beaucoup de mal à accepter qu'un mec comme Zemmour se présente au présidentiel et qu'au calme, on se dise que ce mec-là, il a une place dans le débat public, alors que c'est un mec qui est condamnable sur absolument... Qui est condamné. Qui est condamné et qui est encore condamnable et qui te sort des dingueries racistes, tout ce que tu veux. Et en fait, je trouve que les frontières de ce qui est acceptable, elles ont été franchies plein de fois en politique et dans les médias. Et du coup, c'est le truc de Overton. Vous voyez ce truc-là où en fait, c'est le principe de Trump, en gros. C'est genre, il sort une dinguerie du style, je sais pas, je sais même pas comment dire, mais... Là, dernièrement, il a fait l'IA pour se mettre à la place de Jésus. Waouh, c'est vrai ça. Ah, vous avez pas vu? Ah, pour de vrai. En fait, il a critiqué le pape et il y a une photo IA. Il a utilisé son IA générative et il s'est mis à la place de Jésus. Et même, ce mec qui sort des dingueries, il a pas sorti un Kiss My Ass, un truc comme ça là. Oh, il sort que des. Mais ça, c'est lèche du coup. Il est trop à l'aise. En fait, il sait qu'il il a plus rien à perdre. Bah ouais, c'est ça. Il est là, il est au pouvoir maintenant. Il fait ce qu'il veut en fait. Le pire qu'il a fait là, c'est il y a pas longtemps. Il a fait une vidéo pareil avec IA encore une fois, où il a mis Barack Obama et sa femme. Ah oui, dans la jungle. Ouais, si, ouais. Oui, il chie sur les militants aussi, il a fait ça. Mais je trouve ça genre... Ah ouais, c'est terrible. Mais en fait, je crois que c'est ça, le truc d'Overton, pour vous expliquer, c'est en gros sortir des dingueries pour que... par exemple, une énorme dinguerie. Et en fait, il va à mi-chemin. Donc les gens lui disent « Mais quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Il revient un peu en arrière, mais comme il a initialement dit la dinguerie, les gens sont prêts à accepter moitié moins pire. Et c'est pour ça qu'il le laisse comme faire. maman, je suis enceinte. Non, je déconne, j'ai juste eu 5 en maths. Voilà, c'est ça. Exactement. J'ai pas les mêmes rêves, mais j'ai compris. C'est un meilleur exemple que moi. C'est pour ça que, notamment, il laisse beaucoup parler Zemmour. C'est pour qu'après, l'extrême droite paraisse beaucoup moins pire. La fameuse dédiabolisation vient beaucoup de là. Hein. Oui, c'est ça. Bon, on a beaucoup digressé, mais en vrai... Il y a énormément de choses à dire, tout ça, surtout c'est en dans ce le moment. Film. Enfin, je veux dire, c'est tacitement, c'est contenu dans le film. La question de l'enjeu politique, de la liberté aussi d'expression. Enfin, tout est un peu dedans, quoi. Pour revenir sur le point neutre et sur le film, parce qu'on s'est bien écarté du film. La justice dans le film, par exemple. Ouais. On voit très bien qu'elle se penche énormément de droite, par exemple. En plus, c'est censé être la chose qui est censée être le plus neutre possible, quoi. Enfin, c'est la justice. Alors que je suis sûr que Abdallah aurait été français et qu'il serait rentré dans le commissariat parce que quelqu'un le suivrait, ils n'auraient pas cherché autant dans sa vie. Enfin, ils n'auraient pas trouvé ça et ils l'auraient pas. Et ça, je trouve ça déjà, c'est le point de départ, mais c'est impressionnant. Déjà, on en parlait tout à l'heure, mais on se disait tous que les mecs qui avaient participé de près ou de loin, qu'ils soient avocats, journalistes, dans le milieu de la justice, ils se ressemblent tous. C'est tous des gens que tu as l'impression qu'ils viennent d'un même milieu, qu'il n'y a pas de diversité du tout, quoi, en fait. Ça pose beaucoup de questions. Forcément, la figure d'Abdallah en face d'eux, elle dénote beaucoup. Et tu sens que c'est, encore une fois, c'est quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas de pouvoir dans l'endroit où il se situe quand il se retrouve dans ce commissariat et qui va se retrouver à affronter un arsenal de gens qui sont finalement au pouvoir dans leur pays, soit à travers les médias, soit à travers le judiciaire, soit... Eux, ils voient arriver un arabe marxiste qui vient de la campagne. Oh, ils ont dû bugger. Mais vous vous rappelez de la citation, là ? Il y a une citation, un moment en jaune, où ils disent justement, c'est un mec arabe avec une barbe, donc ils se ressemblent tous. Oui, c'est les barbes, quand ils veulent des témoins pour dire qui a pu faire cet attentat. Et là, ils demandent du coup aux gens qui ont été victimes de l'attentat. Et ils ont dit, oui, mais pour moi, c'était l'un des frères. Alors qu'ils leur ont dit, c'est n'importe quel barbu aurait fait l'affaire. Oui, c'est ça. Bien sûr, ouais. Donc ça reste, moi je pense que c'est sur ça aussi que c'est un film que
où je trouve que c'est important qu'ils sortent maintenant. Mm. Parce que en fait, ces idées-là, elles sont toujours présentes, voire encore plus. Ouais, et... ces modes de faire là sont toujours présents dans la presse aussi. Ça nous montre aussi l'importance. Enfin, ça nous montre que malgré tout, il n'y a rien qui a changé, rien qui a évolué. Ah non, le racisme, 1987 jusqu'en 2026, on est resté toujours c'est dur, au même point. Quoi. Ouais. Non, mais c'est hyper dur. Mais heureusement, du coup, le film, il sert aussi à ça, à faire un peu un contrepoint à ce qui se passe et à l'idée ambiante. Et enfin, tu vois, c'est une petite pierre à l'édifice de un monde meilleur, on l'espère, au moins dans le chemin de reconnaissance des affaires comme ça. Du coup, je trouve qu'on arrive un peu à la même conclusion qu'on avait eue sur Ward Zine. Ce qui est un peu triste, mais du coup, c'est que c'est cyclique. Ward Zine le mettait encore plus en perspective, encore plus longtemps sur l'histoire, mais malheureusement, c'est un peu la même conclusion qu'on en a là. Ouais, c'est vrai. Mais bon, est-ce que on peut pas se résoudre au fait que c'est un cercle et à un moment ça va tourner? C'est pas un cercle, c'est une boucle. C'est pas une boucle, c'est une spirale. C'est pas exactement pareil, justement. Le cercle, ça revient au même endroit, alors que là, à chaque fois, c'est un endroit différent, mais au final, ça fait toujours le même chemin. Sur un axe, ça revient au même endroit, mais sur un autre. Exactement. On abscisse à un moment donné, je on crois n'est qu'il pas y a pareil. quand même une sorte de... Il y a quand même une sorte de notion d'optimisme quand même, parce que je vois vraiment le message de, en fait, c'est en continuant à lutter qu'on arrive à faire des choses. Je suis d'accord. Et pour moi, c'est ça l'essentiel qu'il faut retenir. Pas, au fait, ça ne bougera, ça ne changera jamais. Et peut-être que c'est le cas, et que de toute façon, oui, c'est cyclique, et que en réalité, il n'y a sûrement pas grand-chose qui va changer, malgré tous les efforts qu'on peut faire. Mais c'est sûr que si on s'arrête, ça peut changer que en mal, au fait. Ça peut que redescendre. Donc, ça peut que redescendre. Donc, c'est vrai que je l'avais pas vu dans ce sens-là. Moi, je t'avoue que j'étais plus comme toi, on me dire. En fait, tu finis le film, t'es un peu déprimé quand même. Mais en réalité, t'as raison. Je pense qu'il y a aussi un peu d'optimisme dedans. Ouais, parce que si lui, il est toujours prêt à se battre alors qu'il est resté 40 ans en prison, je trouve ça hyper beau, moi. C'est ce qu'il dit au début. Hein. Il dit qu'il faut toujours garder, en fait, que lui, il est là, mais que il a toujours l'intention que tout le monde se batte et que ça dure, en fait. Sinon, la Palestine, voilà. Il le dit au tout début, ça. Moi, il y a une phrase qui m'a marquée, c'est l'avocat quand il dit que même à la sortie de Georges, il y a une chance qui se fasse tuer. Ouais, il se fasse tuer par les Israéliens. Et que 40 ans après, on a toujours une dent contre lui, quoi. Mais comment il sera là, je sais qu'est-ce qu'il dit. Au moins, il sera mort libre. Au moins, il sera mort libre. Ouais, c'est dur. Malheureusement, je pense qu'il était bien conscient et que pour lui, ça le dérangeait pas. Ouais, ça prouve que l'histoire elle est toujours en continu, quoi. Elle veut jamais s'arrêter. Ouais. Mais je trouve que c'est vraiment une motivation à se battre sur nos sujets, en fait. Ouais. Donc c'est des sujets à n'importe quelle échelle, quoi. Enfin là on parle d'un sujet grave, de terrorisme, de conflits mondiaux. Donc là c'est à grande échelle. C'est drôle, je peux faire un parallèle. Pas de problème. Pardon, t'avais pas fini. Non, si. C'est un peu, ça n'a aucun rapport, je vous préviens. Mais vous voyez, est-ce que vous savez comment est mort Socrate? Oui. Il a été. Vas-y, dis. En gros, il a été accusé de pervertir la jeunesse et tout. Enfin bref, il a été accusé d'un truc. Il y a eu un procès et il a refusé de se défendre parce que c'était contre ses valeurs philosophiques, du coup, plus que politiques. Et il a été condamné à mort. Et il n'a pas refusé de mourir, juste il y a un tableau aussi de lui et de sa mort. Oui. Il est allongé sur possible. Mais c'est pas parce qu'il croyait pas en l'idée de justice de ses opposants. C'est que lui, il estimait qu'il n'y avait pas de raison valable qui se retrouve jugé. Alors c'est hyper compliqué. Alors déjà oui, il n'y avait pas de raison valable puisqu'il a été accusé à tort de quelque chose, puisqu'il y a des gens qui ne l'aimaient pas et qui ont engagé des gens pour l'accuser, mais bref. Mais en gros, c'est parce que le concept de se défendre... après ça, c'est des notions philosophiques compliquées que je ne suis pas sûre d'avoir, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais le concept de se défendre, c'est pas un truc qui était en accord avec ses valeurs. Et c'était plutôt les sophistes qui... Enfin bref, c'est là on va partir dans un débat. Révisez votre bac avec les pipelettes. Mais, c'est bien, moi j'aime bien. Mais en tout cas, oui, du coup, c'est un exemple de personnes qui ont été accusées à tort et qui ont refusé de céder à une force supérieure. En l'occurrence, qui a décidé de le juger, quoi. Ouais, et qui a préféré mourir en martyr. Mais libre, du coup. Bah oui, les martyrs, la rébellion est faite... est puissante grâce à ces martyrs. Ce qu'il disait.
On devrait faire une rubrique vos références cinématographiques pour le bac par les pipelettes. Ouais, c'est vrai, carrément. Moi, j'y crois en des séances révise ton bac. Ah, ça peut grave marcher. Il faudrait connaître le bac, il faudrait inviter des profs. Bah oui, mais justement, t'invites des gens, des profs qui t'invites des bien profs, de cinéma. ou alors, j'en sais rien, vous. Les pipelettes, révise ton bac avec les pipelettes. Mais peut-être, moi j'aime bien quand même pour terminer, d'habitude sur de la fiction, je vous demande ça. Mais là, je me dis, sur un documentaire, parce que tu parlais de ça, est-ce que vous avez une image marquante dans le documentaire ou une phrase, quelque chose qui a été dite, une séquence, un endroit, mais une image marquante peut-être du film que vous retiendrez? Moi, c'est les images où on voit, il y en a peu, hein, mais les images où on voit les dégâts de la guerre là-bas. Ouais. Juste après le discours, enfin c'est pas un discours, mais c'était quelqu'un à la radio, à la télé qui parlait donc d'Abdallah et qui disait que c'était encore un terroriste, etc. Et juste après montrer ces images-là et parler de ça alors qu'ils oublient limite en fait ce qui se passe à côté. Avec les armes qu'on a fournies. Ouais, aussi. c'est je trouve ça, cette image-là, elle était assez forte. Ouais. Ok. Shiraz? Moi, c'était au tout début. C'est quand Rima Hassan, elle a fait un câlin à Georges. Ah Je ouais. me dis que, genre, malgré dans sa cellule, il y a toujours eu du soutien. Il y a toujours des gens qui pensent à lui, qui sont là pour qu'il sorte de prison. C'est vrai qu'elle est belle cette séquence de début. Moi, c'est vraiment, c'est l'image aussi la plus forte qui m'a marqué. Et aussi quand Rima Hassan elle rentre en prison, et là on voit il y a plein de portes. Ouais. Bref, oh là là. Genre c'est bien sécurisé et tout. Ouais. Moi je trouve que c'est fou cette entrée. J'ai bien aimé comment c'était filmé. Je trouvais ça vraiment utile de montrer comment ils avancent, comment elle avance pour entrer dans la prison. Vraiment c'est très replié sur soi, elle passe par des dédales jusqu'à arriver jusqu'à lui. Je trouve ça assez fort comme image. Elle a fait une réflexion par rapport à ça. On sent que, je sais plus, c'est possible. qu'en mode Puis, un truc comme ça, je crois. Ouais, c'est surtout possible. Pour se dire qu'ils ont enfermé pendant 40 ans dans un truc aussi sécurisé quelqu'un qui n'a peut-être sûrement rien fait en fait, donc c'est impressionnant. Qui n'a jamais voulu son truc. D'ailleurs ceux les coupables sont dehors en fait et qu'ils ont décidé de le laisser lui dedans alors que oui, c'est vrai c'est pas tant abordé dans le documentaire, mais c'est vrai qu'on parle de la personne qui est accusée à tort, on parle pas mais en attendant il y a quand même des faits qui ont été commis et les vrais coupables ils sont pas en prison et ça on n'en parle pas du tout en vrai, hein. On dit qu'ils sont pas en prison parce qu'en fait on parle de devoir possiblement organiser ou de collaborer, on dit pas qu'il a fait ces actes-là. Je pense qu'ils nous l'auraient dit s'ils avaient vu vraiment qui c'était en fait. Oui, on parle de collaboration, on parle pas d'acte. Enfin si, c'est un acte la collaboration, mais oui, t'as raison, mais c'est pas le bon terme. Mais je pense qu'ils l'auraient quand même abordé dans le film, puisqu'ils en ont pas parlé. Pas le sujet. Moi, je pense qu'ils ont pas trop cherché à savoir plus après que. Ouais, c'est pas le sujet. C'est vrai. Ouais, mais quand même. Alors, ça aurait pu être très intéressant. Oui, en vrai, c'est important. Je dis pas, mais oui. Bah, c'est un peu le versant en négatif du film, c'est-à-dire que tu te doutes que forcément il y a des gens qui ont perpétré ces attentats et qui n'ont pas été arrêtés et voilà. Enfin, mais ils en font pas quelque chose, c'est vrai. Image marquante, Amélie? Je sais pas du tout. Image, en vrai, rien. Franchement, il n'y a pas d'image qui m'ont marqué. Non, mais il n'y a pas d'image qui sortent du lot. Peut-être une séquence, un passage. Ça serait plutôt des phrases. Si, il y a peut-être il y a une séquence quand même. C'est comment elle s'appelle, la députée européenne, Rima Hassan, que je connaissais pas du tout. Mais en fait, son nom me disait quelque chose. Mais j'ai bien aimé le personnage en la voyant. Et moi, j'ai découvert juste ce passage où ils sont sur un bateau. C'est un projet qu'ils ont eu avec Greta Thunberg. Je vais aller me renseigner parce que ça m'intéresse et je connaissais pas du tout. Je n'ai rien vu je savais pas du tout qu'ils avaient fait ça. Et j'ai vu ça et je me suis dit mais comment j'ai pu passer à côté de ça? En plus, c'est des personnes que je connais. Il y avait beaucoup de militants dessus. Bah oui, c'est ça. Et du coup, il y avait SWAT aussi. Oui. Ah, c'est vrai? L'image, SWAT qui était là. Moi, je savais pas. Il y avait Adèle Haenel aussi, je crois. Ah ouais. Il y en a encore qui sont encore enfermés là-bas. Beaucoup de gens qui étaient là. Ah, il y a encore des gens qui sont. Oui, Rima Hassan a été libérée assez vite, mais pas les autres. Greta Thunberg, elle est restée une semaine et demie là-bas, je crois. Elle est sortie en première.
Et du coup, parce que c'est la pourquoi plus grande. pourquoi ils ont fait ça en Alors justement, premier lieu, c'est il pour voulait apporter dénoncer, il voulait apporter des vivres à Gaza et en même temps prouver qu'il ne pouvait pas parce que l'Israël est venu illégalement les arrêter. D'accord, donc c'était un peu pour dénoncer du coup. Oui, parce qu'ils n'ont pas le droit de les arrêter. C'était une arrestation qui était totalement illégale. C'est sur des eaux internationales, je crois que c'est ça l'explication. Ok. Et que du coup, ils n'ont pas le droit de les arrêter. C'est pas parce que tu vas proche eux qu'ils ont le droit de t'arrêter. Ça marche pas comme ça. Ok, oui, et en fait, ils sont venus les arrêter parce que En live, ils sont venus foutre la merde, quoi. Et justement, peut-être une image qui m'a marqué, c'est podcast. celle où il fait quasiment noir et tout, et elle a marqué ils sont là. Ah ouais, bah ouais, bah Voilà, c'est ça, justement c'est ce que je parlais tout à l'heure. Ouais, où t'as passé des nuits blanches. Bah en fait, enfin c'est ça, c'est que Parce que toi, t'as suivi ça en- mais en fait t'es sur ton téléphone, si tu suis les gens, etc. Moi, c'est justement un petit peu après ces choses politiques là que je me suis un peu pas désinformé, mais naturellement, mais juste pour ma santé mentale, parce qu'on voit plein de il se passe des choses au Concorde. C'est mardi, c'est le moment où les programmes sont édités. Donc là, c'est la plieuse qui plie les programmes. Ah oui. Est-ce que Léna, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Merci. Ça nous donne un rythme. Le beat. En 4 temps. Je disais que si j'ai pas pris du coup l'affaire de Quentin ou quoi que ce soit, bon, faut peut-être que je trouve une autre manière, mais c'est que je me suis un peu désabonné de tout sur Instagram. Et en fait, habituellement, c'était comme ça que l'info venait à moi. Et là, bon, du coup, il faut que je trouve d'autres manières parce que je vois qu'il y a des grosses affaires que je suis pas au courant, mais bon. Mais bon, à cette époque-là, ça va, j'étais assez informé. C'était pas si vieux, hein, d'ailleurs. C'était milieu d'année dernière, je pense. Ouais, un truc comme ça. Milieu d'année dernière. Et en fait, si tu étais abonné alors, aux députés ou quoi que ce soit, et que tu étais au courant du bateau, en fait, tu voyais des stories arriver qui se faisaient supprimer en direct. Qui se faisaient supprimer par le gouvernement, des choses comme ça, qui étaient censurées même par Instagram. Que c'était, Les lives bloqués et tout ça. Ouais, les lives bloqués, c'était des choses de fou. Et tu voyais des vidéos préparées aussi, au fait, en avance par tous les militants qui étaient sur le bateau. Par exemple, Greta Thunberg qui disait si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai été capturé ou quoi que ce soit. Ah oui, et vous voyez et tout tout le ça en monde, live. et on voyait tout ça en live et c'était terrifiant en fait. C'était terrifiant et après il y a eu les libérations qui sont arrivées 2-3 jours après, ces choses comme ça. Mais et encore aujourd'hui. Ouais, bah après oui, du coup c'était c'est vraiment pas un truc. lié au bateau, mais oui il y a encore des choses. Bah non, mais même du coup, il y en a encore qui sont enfermés aujourd'hui. Par rapport au bateau. Ouais, je crois qu'il y en a encore un. Ok. Justement. Il y a un Brésilien aussi, j'aurais pu son Mais nom. alors, j'aurais pu le- si, ils ont tous. Enfin, ils étaient tous dans le même bateau. Pourquoi il y en a qui sont ressortis et d'autres qui sont. Parce qu'ils sont plus importants et ils ont dû être Ouais, lâchés c'est avant, ça, notamment hein. une députée française qui est forcément très C'est fou importante. ça. Enfin, pour moi, il n'y a pas de plus important, c'est pas parce qu'elle est députée européenne. Bah après, c'est aussi. Moi, ce que je trouve surtout dingue là-dedans, c'est quand même que de base, ok, c'est une mission médiatique en réalité, Oui, ce carrément. bateau. Parce que c'est que des gens connus à échelle européenne, on va dire, enfin, ou nationale au minimum, française, tout ça. Et qu'en fait, de base, ils y vont en soutien et ils y vont aussi pour rapporter quand même des choses. Je crois qu'ils transportaient vraiment des Beaucoup de vivres choses, et tout ça. Donc initialement, c'est une mission humanitaire et il me semble, si je dis pas de conneries, que normalement un pays, enfin dans le code, parce qu'il y a un code pour faire la guerre entre pays, littéralement, c'est inscrit dans la loi, ouais. Les lois martiales. Et que en fait, t'es pas censé stopper des vivres pour du civil, pour des civils. Si tu faire des guerres bactériologiques ou non, des non, gaz. t'as des choses, t'as des règles, et du coup, là, enfin, voilà, vraiment, ils n'ont plus rien à foutre. Enfin, c'est oui. assumer que, de toute façon, ils violent les règles depuis tellement longtemps que, voilà, quoi. Ils font un génocide et personne ne le dit. Bah ouais. L'image marquante, on était à qui? Je voulais rajouter aussi une petite dernière. Ouais, vas-y. C'était aussi à la fin quand Georges il rentre dans son pays. Ah ouais. Et que là on voit tout le monde qui vient le voir et tout. Ouais. Ah, c'était l'image marquante que je voulais dire. Ah, désolée. Bah ça montre que On va faire genre c'est toi qui malgré parles. ça, il y a quand même des gens qui soutenaient. On voit, il y avait des gens qui pleuraient même. Ouais. Ça, voilà. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on est en 2025, il rentre au Liban et que on voit les drapeaux et c'est un drapeau libanais et derrière c'est le drapeau du Parti communiste. Magnifique ce drapeau. Hein. Et en fait, je me disais, mais c'est incroyable parce qu'on a l'impression qu'on a fait un bond dans le temps. C'est-à-dire déjà dans les années 80, le communisme commençait déjà à décliner sérieusement, mais il y avait encore quelques restes et tout. Et je me dis, on est en 2025 et il y a encore des gens qui ont des idéaux communistes. C'est presque un peu... Ouais. Tu vois, ça fait presque... Le parti n'est pas mort, camarade. Mais moi, j'aime bien. Je suis d'accord. Croire, c'est pas mauvais foncièrement. Non, il faut croire au communisme. Le communisme, c'est beau. Bref, mais je trouve qu'elles sont trop belles, ces images-là. Ouais. Mais du coup, c'était l'image dont je voulais parler, vraiment l'arrivée à Beyrouth, qui est quand même assez impressionnante, parce que tu vois lui,
qui, malgré le fait que là, il vient d'être libéré, il vient de retourner dans son pays, tout ce qu'il voulait depuis 40 ans, et il est encore là à prendre les micros. Enfin, à prendre les micros, on lui met quand même sous le nez, mais il est encore là à dire oui, bah, venez m'interroger, moi je vais vous dire ce que j'en pense, je vais vous dire ce que pendant toutes ces années j'ai fait. Et ça montre que même après avoir été libéré pendant 40 ans où il a été un martyr, bah, il va pas rien en faire de ça. Lui, il est prêt à défendre ses idées encore une fois, et je pense du coup que j'espère qu'à l'avenir on entendra encore parler, que lui il fera qu'on aura sa voix qui portera jusqu'à chez nous. Parce que voir comme ça un militant fort, plus un Libanais, forcément ça fait plaisir. Il y a un peu un côté presque un peu Mandela, je trouve. Ah bah oui. Dans l'idée, en fait. Un Mandela libanais. Un peu, parce que c'est la même chose, emprisonné. On parle d'un fantasme, là. Mais bon. Une phrase marquante aussi, moi, que j'ai eue, c'était... alors, j'aurais pu celle exacte, mais qui disait que c'était le seul expatrié, on va dire immigré, je sais plus, mais qui est en gros que la France ne veut pas virer. Oui, le seul étranger que la France garde chez elle. Ouais, le seul étranger que la France garde chez elle, ou le seul sans papier, je sais plus exactement c'est quoi la phrase exacte. Ouais, qui veulent pas virer. Ouais. Et pourquoi d'ailleurs? Bah pour pas qu'il retourne au Liban et qu'il soit libre. Ouais. Ouais, mais pourquoi que lui? Ah bah parce que lui, du coup, il était censé être représentant terroriste d'un parti, et donc il veut pas le libérer pour... Puis c'est surtout que le sous-texte, c'est de dire que c'est le seul étranger, parce que les autres étrangers, vu le courant politique qu'on vit, les politiques, ils ont pas trop envie d'avoir des étrangers sur le sol français, tu vois ce que je veux dire? Enfin, toi, l'extrême droite, tout ça, tout ce délire-là. Et donc c'est un peu de l'ironie que de dire ça. Oui. C'est une phrase choc, hein, c'est pas vrai. Ouais. Oui, c'est un peu. Parce que franchement, il y a bizarrement, il y a beaucoup d'étrangers qui veulent garder dans leur poche parce que c'est juste nécessaire. Parce que bon, après ça, c'est un autre sujet. Moi, je pense que l'image que je retiendrai beaucoup, enfin, il y a une image que j'ai trouvée assez belle pour le coup de mise en scène, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tant que ça. Enfin. Moi, j'aime bien les plans de coupe quand même, c'est-à-dire les plans entre des images d'archives et entre des entretiens. Et je trouve qu'il y en a certains qui sont percutants. Et il y en a un qui est avec où tu es un peu éloigné et tu as une des militantes qui a le drapeau avec l'image de Georges et de la Palestine. Et à côté, elle est assise dans l'herbe, de l'autre côté de la route, devant la prison. Et elle parle. Et après, elle parle. Et en fait, tu vois la manifestation de loin. Oui. Et en fait, je trouve que ce plan, il est très beau. Et il dure quand même assez longtemps par rapport à d'autres plans de coupe. Parce que finalement, il symbolise... Après, tu vois le visage de cette femme, tu te dis, bah, elle est là depuis peut-être 30 ans ou peut-être même 40 ans devant la prison, tu vois. Et en fait, elle est usée par le mouvement. Enfin, je trouve que c'est un... C'est pas elle qui dit c'est la 13e fois qu'on vient ici. Si. Et en fait, avant, il la montre assise avec ses drapeaux sur l'épaule, comme ça, à distance de la manif et tout. Et je me dis, bah, c'est... Elle aussi, à quelque part, eux aussi, ils sont là, comme lui, en train d'essayer de continuer le combat, même s'il est hyper dur et qu'il est harassant et que t'es fatigué, quoi, de ça. Enfin, j'imagine... Moi, je serais fatiguée, je me dis, de suivre une histoire comme ça où tu sens qu'il n'y a rien qui bouge. C'est juste usant, quoi. Donc, je trouvais que cette image-là, elle représentait bien ça, quoi. C'était assez cool. Je peux rajouter une image Bien sûr. C'est, je crois que je m'en souvenais pas. Ouais, ça me vient comme ça. Il y a un plan séquence où il doit y avoir une voiture qui fait le tour de la prison. Ah oui, le tour entier. Et il y a une personne avec une caméra qui... Enfin, ça filme la prison angle par angle, si je puis dire. Et je trouve ça... C'est pas mal, dans le sens où ça montre le côté clos de la prison. Genre, il y a 4 murs comme ça. Et le mec, il est au milieu de tout ça depuis 40 ans. Enfin, je sais pas, il y a une métaphore un peu, vous voyez ce que je veux dire? Puis en fait, ça veut aussi dire qu'il tourne en rond. Une double métaphore, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un peu ça. Oui, c'est une métaphore finie, finalement. Et oui. Révise ton bac avec les pieds. Ah là, le bac de français, je suis là. Alors, les eugmas. Non, mais je suis d'accord avec toi, ça m'a je marqué. me disais, il sert à quoi? C'est hyper long, tu vois. Et après, j'ai commencé à voir, ok, on a fait un coin, attends, on a fait un deuxième coin, troisième coin, et après, là, je me suis dit, mais en fait, c'est du génie. Ouais. Et après, il y a un autre plan un peu similaire, mais qui est moins bien filmé, parce que ça montre moins de choses. La prison, elle est très bien filmée, moi, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est horrible à dire. Parce qu'en fait, c'est un peu un personnage dans l'histoire. La prison, ça incarne ce que toutes les autres personnes... Ça l'incarne lui, en fait. Non, je dirais pas ça. C'est indissociable de lui.
Tu vois, moi, justement, pour moi, la prison, c'est toutes les personnes qui l'ont moitié de mis sa en vie prison. là-bas. Tu vois, ces 4 murs, ça incarne toutes les personnes qui l'ont mis en prison. Ouais, et je lui, vois il ce se que tu veux retrouve dire. au milieu de toutes ces personnes. Ouais, et donc, c'est au vraiment milieu la des 4 métaphore physique de l'impact Ouais, judiciaire. c'est vraiment Quoi. ça, C'est- ouais.